À la lisière se tenait une créature ressemblant à un homme mais aussi à un chien, haute d'environ 3 mètres. Cela s'est passé dans le Connecticut, aux États-Unis, en 2008, je crois. J'ai vu cette créature 2 fois. La première fois, c'était de nuit. Pour situer le contexte, lorsque j'étais petit, j'aimais regarder par la fenêtre la nuit. La vue donnait sur un bosquet boisé à une centaine de mètres de la maison, et je m'endormais souvent en observant le calme nocturne. Une nuit, vers l'âge de 8 ou 9 ans, alors que je fixais l'obscurité, j'ai remarqué 2 lumières jaunes dans les bois. D'abord, j'ai cru qu'une voiture se trouvait perchée dans un arbre. Mais les lumières disparurent, puis réapparurent exactement au même endroit, comme des yeux qui cligneraient. Petit à petit, j'ai remarqué d'autres détails étranges. L'arbre paraissait plus épais que d'habitude et une gigantesque tête de loup semblait s'y dessiner, les 2 lumières jaunes correspondant à ses yeux. À ce moment-là, la nervosité a pris le dessus et j'ai heurté la vitre en reculant. Aussitôt, la tête du loup s'est tournée vers la fenêtre et le reste du corps a commencé à émerger derrière l'arbre. La créature était difficile à distinguer car son pelage noir se fondait parfaitement dans les ombres. Mais lorsqu'elle a avancé sous la lumière de la lune, j'ai vu qu'elle se tenait sur 2 jambes et que son sommet atteignait environ 3 mètres de hauteur. Elle est restée dans la lisière mais demeurait parfaitement visible depuis ma fenêtre, et j'ai senti qu'elle savait exactement où je me trouvais, malgré l'absence de lumière extérieure. Terrifié, j'ai tiré les rideaux d'un coup et je me suis réfugié sous ma couette, craignant qu'elle gratte à la fenêtre. Heureusement, rien ne s'est produit. Je suis resté caché sous les couvertures jusqu'à ce que mon réveil sonne le lendemain matin. Je n'ai jamais rien raconté à personne car, même en l'ayant vu de mes yeux, j'avais du mal à y croire. La deuxième rencontre eut lieu 12 ans plus tard, lors d'une célébration du 4 juillet. Avec mon père, nous tirions des feux d'artifice dans le jardin. Quand le spectacle prit fin et que nous rangions, j'ai aperçu la même tête de loup noir surgir derrière l'abri de jardin, les mêmes yeux jaunes brillants. La tête était gigantesque, aussi large qu'une fenêtre de près d'1 mètre. Quand elle m'a vu la regarder, elle a aussitôt disparu derrière le cabanon. J'ai signalé à mon père qu'il y avait un gros chien mais il a mis cela sur le compte des coyotes. Pourtant, aucun coyote ne peut se dresser sur 2 jambes ni avoir un visage aussi grand qu'une fenêtre entière. Je ne sais pas exactement ce que j'ai vu mais cela correspond aux descriptions rapportées de créatures appelées « dogman » par d'autres témoins supposés. En attendant une preuve du contraire, je considère que c'est ce que j'ai rencontré. Ce fut terrifiant les 2 fois et je n'ai plus jamais envie de revoir une chose pareille. J'habite en Virginie et il y a quelques semaines j'ai vécu une expérience étrange dans le bois qui borde ma maison, une soirée qui a rapidement cessé d'être anodine. Il était environ 2h30 du matin et la seule source de lumière venait de la lampe torche de mon téléphone. J'étais dehors en train de fumer quand, au fil des minutes, les bruits habituels du soir, les insectes, les grillons, se sont éteints comme si quelqu'un avait baissé un interrupteur, et ce silence soudain m'a d'abord paru curieux avant de me mettre mal à l'aise. Quelques minutes plus tard j'ai commencé à entendre des brindilles qui craquaient, pas de pas lourds mais des petites cassures de bois, et même si ma maison jouxte un petit boisement qui communique avec une plus grande forêt et que je suis habitué à croiser toutes sortes d'animaux familiers comme des opossums, des moufettes, des ratons laveurs, des cerfs et parfois des coyotes, le changement d'atmosphère m'a rendu nerveux. À mesure que j'observais, quelque chose bougeait à la périphérie de ma vision sans jamais se montrer pleinement, un déplacement furtif qui nourrissait une sensation de présence, puis j'ai entendu 2 cris très clairs, puissants et gutturaux qui ressemblaient à un hurlement modulé en une sorte d'exclamation, et ces 2 appels ont fait monter mon adrénaline d'un coup. Je me suis senti observé par quelque chose juste hors de portée du faisceau lumineux, une présence qui semblait écouter à son tour, et la peur m'a poussé à finir ma cigarette plus vite que d'habitude avant de me précipiter à l'intérieur, fermer la porte de la maison, monter dans ma chambre et verrouiller la porte derrière moi en gardant les mains encore tremblantes. Je suis resté un long moment à écouter à travers le bois, tendu, persuadé de repérer le moindre signe, et pourtant tout est resté silencieux après ces 2 cris, comme si la forêt avait rendu son souffle et repris sa respiration sans que je comprenne pourquoi elle avait cessé d'exister un instant.
Au petit matin, je suis sorti pour inspecter les abords et j'ai trouvé quelques branches cassées et des empreintes peu profuses dans la boue, trop rares pour appartenir à un cervidé et trop grosses pour les pattes d'un raton, ce qui n'a fait qu'ajouter à mon incompréhension. J'ai passé la journée à recouper ce que j'avais entendu avec des enregistrements d'animaux nocturnes et des forums de passionnés, sans vraiment tomber sur quelque chose qui reproduise parfaitement ce son, et cela m'a laissé avec plus de questions que de réponses. La personne racontait que cette rencontre avait été brève, parce qu'elle se trouvait dans une voiture et n'avait fait que passer devant la scène. Depuis, elle était repassée des centaines de fois par cet endroit sans jamais s'arrêter pour explorer les environs, mais elle y pensait encore. Cette expérience avait changé sa vie et influençait la manière dont elle recevait les témoignages d'autrui. Elle disait ne pas remettre en cause les histoires des autres car elle savait ce qu'elle avait vu et se sentait mal placée pour juger les expériences d'autrui. Ce soir-là, elle revenait de Chesapeake Beach, dans le Maryland, après un dîner avec son frère, sa mère et son père. Elle avait 15 ou 16 ans et se trouvait sur le siège arrière droit à côté de son frère. La voiture roulait sur la route principale et, à l'endroit où une petite voie venait se raccorder, elle avait levé les yeux. La famille roulait à environ 25 à 30 miles par heure et avait ralenti pour passer sur un petit pont caouteux. C'est alors, à environ 75 mètres devant, qu'elle aperçut une silhouette à la lisière des bois, tout juste sur le bord. La créature avait les deux bras posés sur des arbres, l'un à droite et l'autre à gauche, les mains à hauteur d'épaule, comme si elle s'appuyait ou bloquait le passage. Elle mesurait environ 2,10 mètres, peut-être plus. Son visage ressemblait à celui d'un loup mais en plus grand, comme un loup préhistorique. Ses épaules étaient très larges, ses bras musclés, son torse en tonneau se rétrécissant vers l'abdomen. Son pelage brun foncé était de longueur moyenne. L'observatrice ne distingua pas bien les jambes, car la créature la fixa du regard. Elle comprit qu'ils s'étaient vus mutuellement. Pendant 10 à 15 secondes, elle put la regarder, d'abord à distance puis en s'approchant à vitesse réduite. Les yeux de l'animal suivaient les siens. Elle eut le souffle coupé et son premier réflexe fut de penser qu'il était d'une laideur effrayante. Les traits pointus rappelaient davantage un loup-garou qu'un Bigfoot. Pour elle, c'était un véritable homme-loup. Elle tenta de prévenir sa famille mais personne d'autre ne sembla l'avoir remarqué. Cette scène s'était déroulée dans le sud du Maryland, là où il n'y a ni ours ni autres grands animaux sauvages. Elle continua à interroger ses proches mais ceux-ci s'agacèrent, et plus tard elle fut tournée en ridicule lorsqu'elle raconta son histoire. Elle avait fini par cesser d'en parler. Pourtant, elle restait convaincue de la réalité de ce qu'elle avait vu. Cette créature avait été bien là, à cet endroit précis, et son regard croisait le sien. Des années plus tard, elle se posait encore les mêmes questions sur ce loup-garou, où, quoi, pourquoi. J'habite près d'un bois bordé de marais et de marécages, dans la partie rurale et semi-résidentielle du nord de la Floride, et depuis mon déménagement j'ai l'impression que quelque chose a changé dans mes nuits. Après avoir écouté des podcasts sur des rencontres avec des dogmans, j'ai commencé à avoir de très mauvaises impressions, des visions et des rêves qui me venaient juste au moment où je m'endormais, des images brèves et nettes d'un homme-chien aux yeux étranges qui me regardait par la fenêtre, et ces images me réveillaient parfois en sursaut, la peau hérissée, ou me laissaient des frissons en y repensant au coucher. Je mets ça sur le compte du stress du déménagement et de mon subconscient qui digère mal ce changement. Néanmoins la tension a monté d'un cran la nuit dernière quand j'ai constaté que la porte arrière avait été désenclenchée alors qu'elle était bien verrouillée, et ce détail m'a immédiatement plongé dans la peur d'une effraction. J'ai inspecté soigneusement les serrures et les charnières, j'ai regardé autour de la maison et le long du sentier qui mène au bois, j'ai vérifié les verrous des autres issues et j'ai noté des traces humides sur le seuil que je n'avais pas vues auparavant, des indices qui m'ont fait comprendre que l'incident n'était peut-être pas une simple coïncidence. Plutôt que de céder à la panique, j'ai choisi de réagir de façon concrète, j'ai ajouté une lampe extérieure que je programme pour s'allumer automatiquement, j'ai installé une sonnette à capteur et j'ai posé un verrou supplémentaire sur la porte arrière, et chaque soir avant de dormir je vérifie toutes les issues avec un rituel calme et méthodique qui m'aide à reprendre le contrôle. J'ai aussi commencé à laisser une veilleuse dans la cuisine et à garder une lampe de poche et un objet lourd à portée de main au cas où je devrais intervenir rapidement.
ces gestes ne suppriment pas les frissons mais ils me donnent une posture active face à la peur. Pour contrer les visions et l'anxiété, j'ai essayé de transformer l'énergie négative en routine positive, je note mes rêves, je décris les images à voix haute pour les rendre moins floues, et lorsque la peur monte, je respire profondément et je répète des consignes simples pour rester lucide. Parfois je vais frapper chez le voisin pour échanger des impressions et vérifier que tout va bien autour de la maison, et cette solidarité locale me rassure, car savoir que quelqu'un veille au même environ réduit la sensation d'être isolé devant l'inconnu. Je me prépare aussi physiquement et mentalement, j'ai commencé à m'entraîner à des gestes de défense de base, à réfléchir à des plans d'action si quelqu'un tentait d'entrer, et surtout à m'entraîner à ne pas fuir systématiquement l'émotion mais à l'affronter avec sang-froid, parce que lorsque l'on vit au milieu de la nature humide et des bois, il n'y a souvent nulle part où se cacher et rester immobile n'est pas une option viable. Malgré tout, il m'arrive encore d'entendre le vent dans les roseaux et d'imaginer des yeux brillants dans l'obscurité, et ces moments me rappellent que la peur peut être un moteur utile si on la canalise correctement plutôt qu'un frein paralysant. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, je garde une attitude prudente et j'observe, et si les visions persistent ou si d'autres signes apparaissent je noterai tout, j'augmenterai la surveillance et j'en parlerai aux personnes compétentes, car pour l'instant ma stratégie est simple, sécuriser mon domicile, renforcer ma préparation et cultiver la capacité à affronter la peur plutôt qu'à me laisser submerger. La personne expliquait qu'il y a quelques années, elle était partie chasser avec son père dans le Minnesota. Ce voyage avait été marqué par un événement qu'elle n'oublierait jamais. Le chien Hudson dormait dans le salon lorsque soudain il s'était mis à aboyer avec une intensité inhabituelle, comme s'il voulait se jeter contre la porte et attaquer quelque chose à l'extérieur. Le père et l'enfant étaient accourus pour tenter de le calmer mais l'animal restait planté devant l'entrée, le poil hérissé et l'aboiement rageur. Hudson se mit à gratter la porte sans relâcher son attention. En regardant par la fenêtre, la personne s'attendait à voir un loup ou un ours, mais il n'y avait rien. Même le détecteur de mouvement installé pour éloigner les ratons laveurs en pleine nuit ne s'était pas déclenché. Peu à peu Hudson s'était apaisé mais était resté nerveux le reste de la nuit. On l'entendait marcher dans le chalet comme s'il montait la garde. Le lendemain, la chasse n'avait rien donné et l'atmosphère semblait étrange. Sur le perron, en fumant une cigarette, le père remarqua que la nuit était particulièrement silencieuse et l'enfant ajouta que la journée l'avait été tout autant. Quelque chose clochait dans ces bois. Hudson recommença à aboyer, encore plus fort que la veille. De retour dans le chalet, ils essayèrent de l'apaiser mais sans succès. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, la personne constata qu'il n'y avait toujours rien de visible, mais cette fois le détecteur de mouvement s'était activé alors qu'il était éteint 2 minutes plus tôt. Elle commença à distinguer un mouvement juste au-delà de la zone éclairée. Le père finit par regarder dehors et son comportement changea immédiatement. Il serait dit, visiblement inquiet. La personne s'approcha du râtelier à fusil et saisit son Weatherby Vanguard, mais son père se plaça aussitôt devant elle, insistant pour ne pas tirer et laisser la créature s'éloigner comme la nuit précédente. Elle retourna à la fenêtre et crut percevoir un déplacement, bien que le capteur se soit éteint. Hudson se calma à nouveau et se mit à faire les 100 pas. L'enfant pensa que la créature était partie et son père sembla soulagé. Il alla chercher 2 verres, versa du Jack Daniels et expliqua qu'il avait aperçu un animal ressemblant à un loup mais beaucoup plus massif. Plus tard dans la nuit, la personne se réveilla en sursaut, Hudson aboyant furieusement à la porte de sa chambre. En tournant la tête vers la fenêtre, elle crut défaillir. De l'autre côté, quelque chose l'observait. Ce n'était pas un loup. La silhouette était gigantesque, noire et velue, avec des yeux jaunes luisants, de longues dents canines, un museau semblable à celui d'un loup et des oreilles triangulaires sur le sommet du crâne. Elle paraissait accroupie pour pouvoir regarder à l'intérieur. La créature lécha ensuite la moustiquaire de la fenêtre. Paniquée, la personne bondit hors du lit et courut prévenir son père, affirmant que l'animal était revenu. Elle saisit son fusil malgré les mises en garde, mais à ce moment-là la créature avait déjà disparu. Le père expliqua alors qu'il pensait qu'il s'agissait d'un loup-garou. Il avait vu l'animal debout sur ses pattes arrière, mesurant au moins 2,50 m. Dans le salon, la personne scruta encore la nuit.
Le capteur s'était déclenché mais il n'y avait plus rien. Peu à peu, Hudson se calma et le silence revint. Aucun d'eux ne dormit pour le reste de la nuit, attendant dans l'angoisse. Chaque mouvement du chien les faisait sursauter, craignant qu'il ne recommence à aboyer. À l'aube, ils sortirent inspecter les environs du chalet. Il n'y avait aucune trace de l'animal. Ils s'aventurèrent un peu dans la forêt mais n'y trouvèrent rien non plus. La personne réalisa qu'elle n'avait en réalité aucune envie de découvrir une preuve de l'existence de la créature et encore moins de tomber dessus. Son père proposa de rentrer au chalet et de préparer leurs affaires. Elle accepta sans hésiter. C'était il y a presque 20 ans, en 2008. Je revenais de voyage. J'avais atterri à Atlanta vers 22h et un ami m'avait proposé de passer la nuit chez lui. Mais je ne me sentais vraiment pas bien. Je souffrais d'une infection intestinale. Alors j'ai préféré reprendre la route la même nuit en direction de Pensacola. Vers 3h du matin, alors que j'étais sur l'autoroute 65 entre Montgomery et Pensacola, aux environs de Flomaton mais un peu au nord, la fatigue me gagnait. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose sur le bas-côté. J'ai d'abord cru à un ours posé sur un cadavre de cerf. Je ralentis sans réfléchir, le moteur tournant à faible régime. En approchant, je vis que la bête tenait la patte du cerf et la tordait pour l'arracher. Un geste que je n'avais jamais vu chez un ours. Je fixai la scène longtemps, mon cœur battant de plus en plus vite. La créature se redressa d'un coup et me regarda droit dans les yeux. C'est ce regard qui m'a convaincu que je n'avais pas affaire à un animal ordinaire. Son visage était plus lupin que plantigrade. Sa manière de tourner le haut du corps à la taille ressemblait davantage à celle d'un humanoïde souple qu'à celle d'un ours qui s'appuie sur ses pattes. Je baissai encore l'allure jusqu'à 20 miles par heure. Je me surpris à marmonner à mi-voix que je devais probablement rêver ou que la route m'absorbait. Puis il fit quelques pas, sa silhouette longue et tendue. Sans hésiter, il bondit par-dessus une clôture pour disparaître dans un pâturage obscur. Je suis resté planté là quelques secondes, la peur et l'incompréhension se mêlant. Puis je repris la route, jetant sans cesse des coups d'œil dans mon rétroviseur comme si je pouvais le revoir. Pendant le reste du trajet, je n'ai cessé de repasser la scène dans ma tête. Je me demandais quelle créature avait bien pu se tenir là, si proche, et accepter ainsi d'être vue. La personne racontait qu'environ 3 nuits auparavant, elle avait vu quelque chose qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle donnait d'abord un peu de contexte. Elle vivait dans le centre du Michigan, dans une petite ville résidentielle et suburbaine entourée de champs de maïs. Sa maison parentale, où elle résidait encore, se trouvait à quelques minutes à pied du centre-ville. Son quartier n'était ni désert ni sombre ni isolé. Les maisons étaient proches les unes des autres, ce qui en faisait un environnement plutôt urbain pour la région. Elle décrivait sa routine nocturne. Vers 2h30 du matin, il était courant pour elle d'être encore éveillée. Elle avait l'habitude, avec son chien, de descendre et de le laisser sortir par la porte d'entrée pour qu'il fasse ses besoins. Ensuite, ils partageaient un encas de minuit composé de jambon pris directement au réfrigérateur. Elle précisait que son chien, très vieux et extrêmement bien dressé, n'avait ni besoin de laisse ni de clôture. Il revenait toujours de lui-même et attendait même à la porte si elle n'était pas là. Cette nuit-là, elle ouvrit la porte et allait se détourner pour préparer le encas lorsqu'elle remarqua que le chien restait immobile sur le perron, fixant l'autre côté de la rue. Ce comportement n'était pas inédit mais cette fois il durait plus longtemps. Quand le chien finit par descendre du perron, elle suivit instinctivement la direction de son regard et vit, dans le jardin du voisin d'en face, une silhouette ressemblant à un grand chien ou peut-être même à un loup. Pendant les premières secondes, elle tenta de comprendre ce qu'elle voyait. L'animal semblait trop long et son déplacement n'avait rien de normal. Même à une 50aine de pieds, il paraissait flou, comme irréel. Rien n'avait de sens. La panique monta car la créature n'avait pas encore remarqué la présence d'elle et de son chien. Elle savait que si c'était le cas, son vieux Pomeranian n'aurait aucune chance face à cet animal.
Elle choisit donc d'ouvrir très lentement la porte vitrée extérieure pour émettre un son discret suffisant à rappeler son chien sans attirer l'attention de la créature. Heureusement, le chien réagit aussitôt et revint en courant. Au même moment, l'animal commença à se tourner vers elle, lentement. Ses mouvements semblaient artificiels, comme ceux d'un animatronique. Elle ressentit une impression viscérale qu'elle n'était pas censée voir ce qu'elle voyait. Alors que son chien passait la porte, elle détourna les yeux une seconde pour refermer et verrouiller. Lorsqu'elle releva la tête, la créature avait parcouru environ 9 mètres de côté et se trouvait désormais dans l'allée du voisin, dressée sur ses pattes arrière à plus de 2 mètres de haut, la fixant. Elle fut prise de terreur. Comment avait-elle pu se déplacer aussi vite sans faire le moindre bruit? Comment pouvait-elle être aussi grande? Elle détourna de nouveau les yeux pour verrouiller la porte et reprendre son souffle. Quand elle regarda encore, l'animal avait disparu. L'épisode n'avait duré que 20 à 30 secondes tout au plus. Tremblante, elle donna du jambon à son chien et en prit elle-même avant de descendre raconter l'histoire à son frère dans le sous-sol. Il était occupé à jouer aux jeux vidéo et se contenta de réagir d'un air étonné. Elle, de son côté, avait simplement besoin d'en parler à quelqu'un pour se convaincre que ce n'était pas un rêve. Les jours suivants, elle raconta la scène à ses proches. Ceux qui la connaissaient bien furent troublés car elle n'était pas du genre à croire à ce type d'histoire et ils virent qu'elle était réellement bouleversée. Plus tard, alors qu'elle cherchait sur Internet pour calmer son esprit, elle découvrit le terme « dogman », dont la description correspondait exactement à ce qu'elle avait vu. Elle n'en avait jamais entendu parler auparavant mais était désormais convaincue d'en avoir observé un de ses propres yeux, et que la créature l'avait vu également. C'est une idée qui m'a frappé quand je l'ai entendue dans un podcast. Je veux la poser ici en la développant un peu pour voir où elle mène. On y parlait d'un terme que je ne connaissais pas, égrégore. Défini comme une sorte d'entité pensée née d'un groupe. Une conscience collective formée par les croyances, les émotions et l'intention commune d'un groupe. L'animateur expliquait que, selon certains courants occultes, cet agrégat de focus mental peut constituer un champ d'énergie autonome, capable d'influencer ses membres et parfois d'agir dans le monde. Ils ont comparé cela à la version occidentale d'un tulpa. L'idée selon laquelle une forme de vie peut être évoquée dans le monde physique si suffisamment de personnes y croient. La description m'a donné à la fois des frissons et des questions. Je tiens à préciser que, personnellement, je tends à expliquer les rencontres étranges par des espèces animales mal connues et non par des forces surnaturelles. Mais l'idée m'a paru stimulante comme hypothèse de travail. Je me suis surpris à construire une scène pour tester mentalement ce concept. Imaginez un petit groupe de voisins réunis autour d'un feu. Quelques verres posés sur une table de jardin. La conversation dérivant vers les contes de la région et les récits de créatures. Chacun ajoutant un détail, une intensité émotionnelle, une prière moqueuse ou sérieuse. Le feu crépite. Les voix s'accordent. Et sans que personne ne s'en rende pleinement compte, la focalisation devient dense. Comme si l'attention collective formait une trame invisible. Dans mon scénario, l'expérience commence par de petites choses. Des chiens du voisinage qui aboient alors qu'il n'y a rien de visible. Des traces fraîches dans la boue qui semblent mener vers la lisière du marais puis s'interrompent brusquement. Des lampes qui vacillent en même temps. Autant d'accidents qu'on attribue d'abord au hasard. Les participants eux-mêmes commencent à modifier leur langage et leurs gestes. Tout en se demandant si leur attente produit ces signes ou si ces signes les alimentent à leur tour. La frontière entre cause et effet devient trouble. L'un des voisins, moqueur et incrédule au début, propose un test simple, se concentrer tous pendant 10 minutes sur une image précise, un animal décrit dans les récits locaux, et noter ensuite tout changement observable dans l'environnement immédiat. La nuit du test, la tension collective crée une atmosphère presque palpable. Ce qui suit reste ambigu mais troublant. Au petit matin, on trouve des marques de griffes anciennes sur un tronc d'arbre. Une silhouette allongée aperçue par la fenêtre d'une maison en bordure du marais. Et le chien d'un participant qui refuse de rentrer pendant des heures, comme s'il sentait quelque chose d'étranger.
Certains y voient la manifestation d'un égrégore né de leur propre attention. D'autres expliquent ces événements par des phénomènes naturels. Ou par le pouvoir d'un récit partagé qui rend le regard plus attentif aux signes. Le groupe se divise doucement. Entre ceux qui éprouvent la crainte d'avoir créé quelque chose. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont fait que mettre en lumière une présence qui existait déjà. La discussion devient plus prudente. Plus respectueuse des silences du marais. Si l'on prolonge l'hypothèse d'un point de vue presque scientifique, on peut imaginer un mécanisme étrange. Une couche d'activité consciente flottant très près de notre dimension. Prête à se concrétiser là où l'attention collective se densifiait. Un processus semblable à une résonance où des états mentaux synchronisés déclencheraient l'émergence temporaire d'une forme perceptible. On pourrait la qualifier d'énergie quatrièmement dimensionnelle. Non parce que je soutiens l'idée comme vérité établie, mais parce que cela aide à conceptualiser quelque chose qui n'est ni purement psychologique ni manifestement matériel. Un entre-deux susceptible de toucher à la fois les témoins et l'écosystème local. La personne racontait qu'elle avait 45 ans aujourd'hui et que l'événement remontait à 1990. Elle conduisait alors son ami de Long Island jusqu'à Tucson, en Arizona. En traversant les montagnes pour rejoindre Alamogordo, au Nouveau-Mexique, un chien était apparu sur la route. Pensant qu'elle allait le heurter, elle avait stoppé son camion. Elle tirait une remorque U-Haul avec son pick-up Toyota. Elle expliquait qu'elle était bien reposée car elle dormait pendant la journée tandis que son ami conduisait, et elle-même roulait la nuit. Elle avait réveillé son compagnon pour qu'il voie ce qui se passait. L'animal s'était approché du côté conducteur. Il avait de courtes pattes avant, semblables à celles d'un dingo, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Les dingos étant indigènes d'Australie, il était improbable d'en rencontrer dans le désert du sud-ouest américain. Elle avait entrouvert sa fenêtre puis avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait verrouillé la portière avec son coude gauche et remonté la vitre avec sa main droite. L'animal avait alors gratté la vitre puis tenté littéralement d'ouvrir la porte. Il s'était dressé sur ses pattes arrière et semblait savoir comment manipuler la poignée. La scène avait terrifié la personne. Elle avait enclenché la première vitesse du camion, qui était manuel, et commençait à repartir alors qu'ils étaient sur une route en côte. Elle était persuadée que si elle n'avait pas verrouillé la porte à temps, l'animal serait probablement parvenu à l'ouvrir. Elle affirmait n'avoir jamais oublié cet épisode, survenu alors qu'elle avait environ 20 ou 21 ans. Pour elle, cela restait l'expérience la plus folle de sa vie. Nous roulions sur des routes secondaires très isolées du sud-est du Kentucky, à proximité de Clarksville dans le Tennessee. Il était autour de minuit et mon ami conduisait quand quelque chose a surgi de l'obscurité. La chose a foncé droit sur la voiture comme si elle était attirée par elle. Au début, j'ai cru à un cerf qui aurait traversé trop tard. Puis la chose a pris une trajectoire nette vers le pneu avant droit passager, comme si elle cherchait volontairement à se faire heurter. Le conducteur a donné un coup de volant pour l'éviter. Elle s'est rabattue vers l'avant et s'est mise à courir à la même allure que nous pendant quelques secondes. Comme si elle contenait notre vitesse et pouvait nous suivre à 30 ou 40 miles à l'heure. Puis elle s'est volatilisée dans l'obscurité. Sans bruit ni éclat. Comme si la nuit l'avait avalée. Ce qui nous a le plus stoppé net, c'est l'apparence. On aurait dit une silhouette humanoïde, avec une sorte de costume en fourrure et des cheveux longs, raides et bruns qui tombaient comme chez un être humain. Cette vision donnait à la scène un côté irréel et faisait monter l'adrénaline en flèche. Le conducteur a freiné brutalement. Nous avons tous senti le souffle du moteur. Les phares ont balayé le bas-côté. Nous avons braqué les regards dans la nuit, en nous attendant à la revoir. Mais il n'y avait rien que le halo des lampadaires lointains et le balancement des airboats. J'ai entendu mon ami jurer entre ses dents. Puis il a dit, d'une voix qui tremblait un peu, que l'on devait continuer et ne pas s'arrêter. J'ai répondu que l'on ferait bien de s'éloigner vite et d'éviter cette portion de route à l'avenir. Après coup, nous avons repassé la scène au ralenti dans nos têtes. Essayant d'expliquer ce que nous avions vu. Était-ce un homme déguisé ? Un animal étrange ?
Une bête blessée devenue agressive? Ou simplement une hallucination collective provoquée par la fatigue et l'isolement de la route? Nous avons discuté de tout cela pendant le reste du trajet. En essayant des hypothèses. En cherchant des détails concrets, la façon dont la créature avait foncé d'un seul mouvement, la longueur des membres, la silhouette droite, et la manière dont elle avait pu maintenir la vitesse à côté de la voiture. À un moment, nous nous sommes arrêtés sur une aire de repos pour reprendre nos esprits. Nous avons sorti la voiture, allumé tout ce qui pouvait l'être et observé le vide autour de nous en silence. Soulagé de ne rien trouver. Mais nerveux à l'idée d'avoir frôlé quelque chose d'inconnu. Nous avons fini par décider de signaler l'incident à d'autres personnes du coin, en ligne. Non pas pour provoquer la panique, mais pour savoir si quelqu'un d'autre avait vécu quelque chose de semblable. Nous avons convenu d'éviter ce tracé nocturne les fois suivantes. La personne expliquait qu'elle venait de Henderson, dans le Nevada. Elle racontait avoir téléphoné pour parler d'un événement étrange qu'elle avait vu. Elle vivait dans un lotissement à Henderson, tout près d'une voie ferrée derrière sa maison. Elle précisait avoir des voisins de chaque côté et en face. Les rails longeaient son jardin et il était fréquent que des gens passent par là. Elle ajoutait que, lorsqu'un incident se produisait, il n'y avait jamais de policiers qui encerclaient l'endroit avec sirènes et gyrophares. Elle se décrivait comme curieuse et voulait savoir ce qu'il se passait. Elle avait grimpé sur un petit escabeau pour voir par-dessus son mur. Elle avait remarqué qu'on éclairait quelque chose avec un projecteur, comme si l'on cherchait quelque chose. La première pensée qui lui était venue à l'esprit avait été celle d'un loup-garou, même si elle ne savait pas réellement à quoi un loup-garou pouvait ressembler. Immédiatement, elle avait attrapé son chat pour le mettre à l'intérieur afin de le protéger. Elle était ensuite ressortie et avait vu le faisceau lumineux balayer le terrain d'un côté à l'autre. Elle avait distingué une silhouette voûtée, semblable à celle qu'on imagine pour un chupacabra, le dos courbé. Et encore une fois, la première image qui lui était venue à l'esprit avait été celle d'un loup-garou. Elle expliquait n'avoir jamais rien lu à ce sujet. L'affaire avait semblé se terminer d'elle-même et rien n'était paru dans les journaux. Elle concluait en pensant qu'évidemment aucun article n'allait annoncer qu'un loup-garou avait été découvert à Henderson. J'avais environ 13 ou 14 ans quand c'est arrivé. À l'époque, je vivais dans le nord-ouest de la Géorgie, à la lisière de l'Alabama et du Tennessee. Maintenant que j'en ai 22, je repense souvent à cette nuit qui m'a marqué. La maison de mon beau-père se trouvait au bout d'une longue allée perdue dans les bois. Il y avait une autre maison un peu plus loin, séparée par une mince barrière d'arbres. Mais aucune construction pendant des kilomètres autour. Derrière la maison, la forêt s'étendait à perte de vue. Un endroit parfait pour se sentir seul au monde quand le soir tombe. Ce soir-là, j'étais sorti avec notre chien Jacques pour faire un tour et lui laisser le temps de faire ses besoins. Jacques était un chien affectueux et un peu peureux. Il marchait devant moi en reniflant quand soudain il s'arrêta. Ses poils se dressèrent. Il émit un grondement sourd qui devint un gémissement. Ses yeux se fixèrent vers la lisière boisée à droite de la maison. Je me suis figé en le regardant. J'ai d'abord pensé à un coyote ou à quelque chose de banal qu'un chien pouvait sentir avant que moi je ne vois rien. J'ai avancé doucement vers la ligne d'arbres pour mieux voir ce qui inquiétait Jacques. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette à peine visible entre les troncs. Elle se tenait debout, haute d'au moins 6 ou 7 pieds. Le corps couvert de plaques de fourrure irrégulières, comme un animal atteint de gale. Le museau court évoquait un canidé, mais le visage avait quelque chose d'étrangement humain. Ce furent ses yeux qui m'ont transpercé. Il restait planté sur moi, sans cligner. Je ressentais une peur physique qui me glaçait les membres. Je fis un pas en arrière. La peur me tordit la gorge. Je fis demi-tour, attrapai Jacques en le serrant contre moi. Je montai en courant les marches du perron et verrouillai la porte d'entrée derrière nous, en tremblant. La créature ne fit aucun mouvement agressif autre que de rester immobile et de me regarder. Elle ne s'avança pas. Elle ne s'éloigna pas. Mais la seule intensité de son regard suffisait à me rendre incapable de bouger.
Après quelques minutes, qui ont semblé une éternité, j'ai allumé la lumière du couloir. J'ai appelé mon beau-père d'une voix qui n'arrêtait pas de trembler. Il est sorti, a regardé dehors, a braqué la lampe torche vers la lisière. Et il n'a rien vu. Il a essayé de me rassurer en évoquant un jeu d'ombre ou un chien errant. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas ça. Jacques continuait de frissonner et refusait d'approcher de la fenêtre. Mon beau-père a juré de vérifier le lendemain. Il m'a demandé de rester dans ma chambre jusqu'au matin. Plus tard, il m'a raconté qu'il avait lui-même senti un malaise en restant près de la fenêtre, et que l'air semblait plus lourd que d'habitude. Les jours qui suivirent, je refusais de sortir seul dans la maison. J'avais peur d'aller jusqu'à la cuisine ou aux toilettes sans quelqu'un avec moi. C'était si honteux que j'en ai eu des accidents à cause de ma peur. Un souvenir gênant que je garde, et qui me rappelle combien j'étais effrayé. On a fouillé les alentours à la lumière du jour. Cherché des empreintes ou des signes. On a trouvé quelques traces indistinctes dans la boue mais rien de probant. Au fil des semaines, la vie a repris son cours. Mais quelque chose en moi avait changé. J'ai commencé à rêver souvent et à me réveiller en sursaut. Sans pouvoir expliquer pourquoi j'évitais toujours la porte donnant sur les arbres. Avec le temps, j'ai essayé de rationaliser l'événement. Je me suis demandé si la peur, la fatigue ou une mauvaise interprétation des formes avaient amplifié un chien errant, un cerf blessé ou un voisin en balade nocturne. En 2013, à Emmet, en Californie, là où je vivais autrefois, ma mère a vu un humanoïde qu'elle a trouvé ressemblant à un homme-chien et cela l'a terrifiée. Nous avons même obtenu une photo un peu floue. Notre maison était déjà très hantée, ou du moins avait une atmosphère très étrange. Ma mère était descendue pour faire entrer les chats et fumer une cigarette. Elle a entendu des bruits en fumant et a pensé que quelqu'un allait nous cambrioler à nouveau, car nous habitions une rue plutôt huppée à la limite de la ville. Elle a utilisé son téléphone pour prendre discrètement une photo en contournant le mur dans la direction d'où venaient les bruits, puis elle est rentrée précipitamment puisque le flash s'était déclenché et qu'elle avait eu peur d'être attaquée. Elle a aussi raconté avoir aperçu des yeux rouges très faibles dans l'obscurité lorsqu'elle a regardé en arrière. Sur la photo qu'elle a obtenue, on distingue la forme générale de la tête. La silhouette est grisâtre, presque blanche, avec une allure de fantôme ou d'esprit, comme le pense mon père. On voit également un bras et une main. La créature semble mince et mesure plus de 2 mètres, car la clôture derrière elle et la plante devant elle faisaient déjà environ 2 mètres de haut. Je n'ai plus l'original ni le téléphone, mais je conserve la photo via le Facebook de mon père. À l'été 2016, un soir où je conduisais pour aller à mon poste de sécurité, j'ai pris les petites routes. C'était plus simple et plus rapide. La campagne autour de moi s'étirait en champs qui semblaient du blé ou de l'herbe haute. Tout était calme. La lumière des phares découpait des bandes claires dans l'obscurité. Soudain, quelque chose a traversé la route devant la voiture. J'ai freiné violemment. J'ai dérapé vers le côté, frôlant presque un poteau téléphonique. Le cœur battait. J'étais convaincu d'avoir percuté un animal, même si je n'ai trouvé aucune trace après coup. J'ai regardé autour de moi et nos regards se sont croisés. Au début, j'ai pensé que c'était un chien. Puis il s'est redressé. Sa silhouette m'a déstabilisé. C'était une créature sombre, aux yeux très grands. Le visage vaguement canin mais presque dépourvu de poils. Des pattes longues. Des oreilles disproportionnées. Une allure étrange et indéfinissable. Nous sommes restés immobiles un long moment, comme si le temps s'était dilaté. Puis elle a reculé lentement en arquant le dos, jusqu'à disparaître dans le champ. Je suis resté planté là. Encore secoué. Incapable de nommer ce que j'avais vu. En arrivant au travail, j'ai raconté l'incident. Mes collègues m'ont taquiné, supposant que j'inventais un prétexte pour mon retard. Pourtant, l'image de cette créature est restée gravée dans ma mémoire. Elle m'a empêché de dormir cette nuit-là. Les jours suivants, j'ai cherché des explications. J'ai fouillé des forums.
Interroger des voisins. Vérifier les bords de la route à la lumière du jour. Je n'ai trouvé ni traces ni poils. Seulement des empreintes d'animaux ordinaires, mêlées à des marques de tracteurs. Cette absence d'indices a rendu la rencontre encore plus troublante. Quelques semaines plus tard, un collègue m'a dit qu'il avait vu des chiens errants maigres dans la même zone. Un autre a évoqué des histoires locales racontant des bêtes mystérieuses aperçues au crépuscule. Mais malgré ces recoupements, rien n'a vraiment éclairci la nature de l'animal que j'ai croisé. Je n'ai jamais cru au surnaturel jusqu'à mes 18 ans, lorsque mes amis et moi avons joué avec une planche Ouija, mais c'est une autre histoire. Après les événements qui ont suivi cette expérience, je suis devenu un véritable croyant, plus de doutes possibles. Pour en venir à l'observation en elle-même, je vis dans une région très rurale du Mississippi. Mon village compte environ 247 habitants et tout le monde se connaît. Des choses étranges se produisaient déjà, comme des animaux massacrés ou portés disparus, ce que nous mettions naturellement sur le compte des coyotes ou d'autres prédateurs. Je suis un chasseur passionné, donc je me préparais à aller dans les bois avec mon arc, un Matthews Creed entièrement équipé. Ce jour-là, je suis parti un peu plus tôt que d'habitude, il faisait encore sombre. Je n'ai jamais eu peur des bois et je comptais seulement me détendre sur mon mirador puisque je n'avais pas envie de traquer. Il n'était plus très loin du lever du jour et les oiseaux ainsi que la faune commençaient leurs appels matinaux. C'était normalement un moment paisible. En une seconde, tout s'est arrêté. Plus un bruit dans ce coin de forêt. Le silence total. Ce simple changement m'a glacé. Instinctivement, je me suis figé, tendant l'oreille. Mon premier réflexe a été de me dire que quelque chose se trouvait là avec moi, ce qui m'a effrayé encore plus. Ensuite j'ai essayé de me rassurer en pensant que ce devait être un ours ou un lynx, même si l'idée de croiser l'un d'eux ne me réjouissait guère, au moins c'était une explication logique. Je me disais que j'entendrais arriver un ours, mais je savais qu'un grand félin pouvait suivre quelqu'un sans se faire remarquer, ce qui me terrifiait encore davantage. J'ai décidé d'aller jusqu'à mon mirador, de m'y poster et de garder mon arc prêt à tirer. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'y suis enfin parvenu. Je me suis hissé sur le mirador, j'ai sorti mon couteau par précaution et je suis resté à l'écoute. L'aube pointait vraiment maintenant, ce qui me rassurait un peu, mais il n'y avait toujours aucun son d'animaux, ce qui devenait de plus en plus inquiétant. Mon mirador se trouve près d'un petit ruisseau, peu profond, juste jusqu'à la cheville. Le seul bruit perceptible était le murmure de l'eau qui coulait. Puis j'ai entendu quelque chose sur ma droite, qui courait très vite. J'ai aussitôt levé mon arc, paralysé par la peur. Le bruit se rapprochait, de plus en plus fort. Quand je l'ai vu, j'ai failli crier. Cela ressemblait littéralement à une créature sortie du film Dog Soldier, mais en plus musclée. La bête a jailli des fourrés, a dévalé la pente, a traversé le ruisseau et a disparu de l'autre côté. J'ai déjà vu bien des choses, mais là je tremblais comme un enfant. Je n'ai pas relâché la corde de mon arc pendant 10 longues minutes, ce qui est interminable. Cette créature était gigantesque, entre 1,95 m et 2,25 m, et environ 110 kg de pure menace. J'ai déjà vu des ours et d'autres animaux sauvages et aucun ne court ainsi. Puis le soleil s'est levé, les oiseaux se sont remis à chanter et j'ai pu me calmer. J'ai quitté les lieux précipitamment. Même si j'ai été terrifié sur le moment, cela restera l'un de mes souvenirs les plus marquants. Je vais simplement déplacer mon mirador et chasser ailleurs. J'ai toujours eu peur d'en parler, mais maintenant j'ai envie d'entendre des théories ou une explication possible. Je veux rendre mon histoire connue, pour que d'autres qui ont peut-être vécu la même chose puissent se reconnaître, et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qu'ils n'en restent pas indifférents. Je suis un amoureux de la nature depuis longtemps. J'habite dans le Michigan, j'aime la chasse et le backpacking. Je n'ai eu que 2 expériences de ce genre dans ma vie. Celle que je vais raconter est la pire des 2. C'est arrivé en 2019. J'étais chez un ami dont toute la famille habite sur la même rue. Toutes les maisons sont d'un seul côté et tout le reste est forêt, partout où l'on va.
La maison de mon ami est située au bout de la rue, plus bas, donc personne qui ne fait partie de la famille n'est dehors, surtout tard la nuit. Nous faisions un feu, il était environ 1h du matin. Mon ami m'a demandé s'il entendait des voix. Il a coupé la musique et nous nous sommes tus. Nous avons tendu l'oreille, puis nous avons entendu un rire très étrange, d'abord une seule chose, puis ce rire s'est transformé comme en 3 sons différents, on aurait dit qu'il commençait à parler, c'était vraiment bizarre à entendre. Le bruit venait de l'autre côté d'un petit ruisseau, donc on pouvait entendre si c'était en train de s'approcher. Mon ami a une mauvaise vue, je n'ai donc vu cela que seul. Il n'y avait pas de nuages cette nuit, la lumière de la lune éclairait légèrement la lisière des arbres. Je jure avoir vu un homme, ou plutôt quelque chose qui paraissait d'abord bipède, se transformer en une créature quadrupède ressemblant à un chien et retomber au sol. Je me suis mis à secouer mon ami en lui demandant s'il avait vu ça. Tout ce qui s'était passé jusqu'alors avait duré peut-être 5 minutes. La créature se mouvait très lentement, comme si elle nous traquait. Elle émettait des bruits étranges, on entendait des aboiements. Devant nous se trouvait un étang et, de l'autre côté, au milieu, une énorme forme se distinguait clairement. Puis, sortie de la lisière des arbres, une ombre est apparue, nous l'avons vue tous les deux. Cette partie du récit me glace à chaque fois que je la raconte. J'ai grandi dans les bois, je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable. On peut produire des sons étranges avec du matériel de DJ ou autre, mais rien n'approche ce que nous avons entendu. Nous avons vu cette chose apparaître et elle a poussé le cri le plus aigu que j'ai jamais entendu, un hurlement extrêmement perçant pendant environ 3 secondes, aussi fort qu'une sirène de tornade. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, puis la créature s'est mise à rire de nouveau. Alors que nous attrapions l'enceinte, j'ai remarqué qu'elle se mettait à courir vers nous. Il y avait la distance d'un terrain de football entre nous et cette chose, et elle a traversé l'étang en ce qui m'a paru l'espace d'un clin d'œil. Nous avons paniqué, nous nous sommes précipités à l'intérieur et avons fermé la porte à clé, bien sûr. Il n'y avait pas de rideau à la fenêtre donnant sur l'étang, alors je suis resté assis à fixer cette fenêtre comme si une année venait de passer. Tout ce qui s'est écoulé semblait durer jusqu'au lever du jour, et dès que la lumière est revenue j'ai pris la fuite. J'en ai parlé à des hommes plus âgés, comme mes grands-pères, qui parcourent le monde pour chasser l'élan, et ils en ont ri. Je resterai toujours incrédule devant cet événement. Je ne l'oublierai jamais et chaque fois que j'y pense je n'arrive pas à chasser le hurlement de mes oreilles et de ma tête. Je vivais seul et, dans cet endroit reculé, il n'y a pas de câble, seulement la télévision par satellite. C'était une nuit d'été humide en juillet et la télévision faisait des siennes, j'ai donc dû sortir pour réajuster l'antenne comme d'habitude. J'ai pris une lampe de poche et une arme avec moi. En sortant, j'ai remarqué un silence inhabituel. J'avais acheté un fusil d'assaut à cause d'autres observations que j'avais pu faire, mais aucune n'était assez crédible pour conclure à la présence d'un homme-chien. Ce silence était tellement total qu'il en devenait oppressant. J'ai balayé cette impression et me suis dirigé vers l'antenne, située dans un coin du jardin. Je me suis mis au travail, vérifiant tous les câbles et modifiant son orientation. Soudain, j'ai entendu un léger craquement sur ma gauche. J'ai braqué ma lampe torche dans cette direction et j'ai vu une créature debout. Je l'ai observée pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'a dû durer qu'une dizaine de secondes. J'ai reculé lentement, puis je me suis mis à courir jusqu'à la maison où j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres. Cette créature ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Lorsque je l'ai éclairée, la première chose que j'ai remarquée fut sa tête. Elle avait des oreilles taillées, pointées vers le haut. Son museau était plus étroit que celui d'un ours, plus long, et de grandes dents dépassaient de sa mâchoire. Ses yeux étaient d'un rouge profond et reflétaient la lumière. Son corps était immense et musclé. Ses bras semblaient plus longs que ses jambes. Ses épaules larges s'affinaient vers une taille plus étroite. Elle était légèrement penchée en avant lorsque je l'ai aperçue, une main agrippée à un petit arbre. Ses jambes ressemblaient à celles d'un chien, avec des jarrets évidents. Même accroupie, elle faisait ma taille, soit 1,83 m. Debout, elle aurait facilement atteint 2,25 m. Son pelage était noir,
plus épais autour du cou et de la poitrine et beaucoup moins dense sur la partie inférieure du corps. Je ne sais pas si elle était agressive. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ressenti une angoisse que je n'avais jamais connue. Était-elle simplement en train de m'observer ou me traquait elle? Pour une créature aussi massive, elle était incroyablement silencieuse. Elle s'était approchée à moins de 15 mètres de moi sans que je m'en aperçoive. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait fuir et ne pas rester pour le découvrir. Je n'habite plus sur cette propriété aujourd'hui, mais après cet événement je n'ai jamais eu d'autres rencontres en face à face. Pourtant j'entendais des sons dans les bois que je ne pouvais pas expliquer. Ils commençaient assez doucement, montaient en hurlements ou en cris furieux, puis redescendaient en intensité. Je ne sais pas si c'était la même chose ou simplement de la faune locale. Hier, j'ai fait une petite excursion autour du Canyon Lake, au Texas. C'est un lac artificiel en voie de résorption depuis les années 1960. Avant la création du lac, de petites villes animées s'étaient établies là dès les années 1800. Lorsque le corps des marines des États-Unis a pris possession de la zone, beaucoup de personnes ont été déplacées de leurs maisons et de leurs commerces. Pour ceux qui connaissent l'histoire du développement de la Land Between the Lake, ce récit peut sembler familier. Pour les autres, LBL est un lieu bien documenté pour des observations de Dogman. Il n'est donc pas étonnant que des témoignages de Dogman, ou d'un genre de loup-garou aient été rapportés dans cette région du sud du Texas au cours du dernier siècle. Les lieux fréquemment évoqués vont de Blanco à Burney le long de la US 281, puis la Highway 195 entre Georgetown et Killeen, et même plus à l'ouest jusqu'à Fredericksburg et Kerrville. Il existe aussi de vieilles histoires venant de Converse, près du Skull Creek Crossing, au VIe siècle, où un garçon aurait été tué par quelque chose décrit par des témoins comme un loup-garou. San Antonio a également connu d'étranges observations difficiles à expliquer, bien que ces récits datent plutôt des années 1950. Ce sont donc des récits et des témoignages venant de sources diverses et d'époques différentes. Mais lorsque l'on commence à les situer sur une carte, un schéma curieux apparaît. Beaucoup de ces observations se produisent près d'étendues d'eau et ou de systèmes de grottes connus. Il est important de noter que les terres au nord de Canyon Lake étaient considérées par les Amérindiens comme maudites ou hantées. Il existe une boucle bien connue appelée le Devil's Backbone qui est réputée pour des phénomènes paranormaux. Une histoire raconte même la possession d'un individu vivant après qu'un loup soit jeté sur lui. Sans entrer dans le débat pour savoir si le Dogman est un être spectral ou un animal vivant, je partage ici quelques observations générales tirées de mon excursion. Pour comprendre le Texas Hill Country aujourd'hui, il faut se représenter la réalité actuelle. Dans l'espace entre San Antonio et Austin le long de l'I 35, les frontières entre ce qui est urbain et ce qui est rural sont brouillées. Conduire sur cet axe revient à traverser une unique ville continue. De vastes parcelles autrefois destinées à l'élevage ont été rachetées par des promoteurs et des gens fortunés cherchant la tranquillité sur des falaises du Hill Country. Le résultat est un mélange frappant de Walmart, d'immenses parcs automobiles et d'annonces de hangars à vendre le long des routes texanes. La zone autour de Canyon Lake n'échappe pas à cette règle. Les effets de l'urbanisation sur la faune locale sont évidents. À plusieurs reprises j'ai vu des cerfs de Virginie traverser des quartiers cossus, et j'ai vu des animaux percutés sur la route, des moufettes, un raton laveur et au moins 2 cerfs. La perte d'habitat naturel force de nombreux animaux à s'adapter à notre monde d'asphalte ou à disparaître. Et comme on le sait, le Dogman a parfois été aperçu en ville la nuit, il n'est donc pas inimaginable qu'il s'adapte lui aussi. Avec la disparition des espaces sauvages, ce prédateur discret pourrait se permettre des comportements plus risqués. Ou bien il pourrait se replier dans les derniers refuges naturels, comme nos parcs, Guadalupe State Park étant suffisamment proche des zones évoquées ici. Il faut souligner qu'à cette période de l'année, il y a une multitude de lits de ruisseaux asséchés dans cette région du Texas. Ces lits peuvent devenir dangereux en cas d'orage violent, mais ils constituent aussi les derniers vestiges d'espaces sauvages dans beaucoup d'endroits du sud du Texas. Ils relient souvent des ceintures vertes et des parcs à des ranchs ou à des lotissements en plein essor. De la même manière que des routes ont transformé d'anciens chemins de campagne, il paraît logique que le Dogman emprunte ces ruisseaux oubliés et non cartographiés.
Il y a une raison à l'existence d'entreprises professionnelles de défrichage ici, le buisson épais du Texas est la dernière défense de la nature contre l'homme. Imaginez un lit de ruisseau vide, constellé de rochers calcaires blancs et de sable orangé, parsemé de verdure et d'herbes. Ajoutez à cela des fourrés de genévriers si denses de chaque côté que la lumière du soleil n'y perce pas. Ce tableau mental est la réalité de nombreux endroits aux abords des villes en développement, quoique ponctué régulièrement de grandes pancartes, à vendre, tous les quelques kilomètres. Je formule l'hypothèse que le dogman, si c'est un animal physique, utilise ces ruisseaux comme voie de déplacement, se nourrissant de la faune qu'il rencontre avant de regagner, le jour, des creux ombragés et des réseaux de grottes. Cette conjecture met en lumière un problème que rencontrent aussi les humains, la pénurie d'eau. Le sud du Texas est en proie à une sécheresse sévère depuis des décennies. C'est pourquoi Canyon Lake est rempli à moins de la moitié et pourquoi Medina Lake est presque à sec. Ces lits de ruisseaux asséchés signifient que le dogman doit parcourir de longues distances pour trouver de l'eau. En passant, l'eau se tient souvent aux lisières des espaces liminaux. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a rien de plus liminal qu'un ruisseau à sec, ponctué de taches de lumière traversant le couvert, tandis qu'un canidé de près d'1,20 m se faufile à quatre pattes. La rivière Guadalupe, à proximité, offre de l'eau et des activités récréatives pour le public, mais le tumulte de la baignade pourrait être trop invasif pour un prédateur réservé. Donc, s'il existe vraiment une créature de 1,8 à 2,1 mètres debout, elle doit être probablement affamée, stressée et irritée. En conduisant, j'ai vu un nouveau lotissement se construire et je me suis demandé, le dogman est-il une réponse du terrain traumatisé par l'histoire humaine? Comme je l'ai dit, les terres au nord de Canyon Lake étaient longtemps considérées comme indésirables par les populations originelles en raison de superstitions. La région de Canyon Lake, à l'instar de LBL, a connu de nombreuses ruptures de pouvoir. Et quiconque connaît un peu l'histoire du Texas sait que cet État a une longue histoire de colonisation brutale, de batailles et d'exploitation écologique, notamment des marées noires et du fracking. Ajoutez à cela le développement rapide et l'empiètement de la civilisation, et il n'est pas surprenant que des témoins décrivent le dogman comme en colère ou hostile, et que les rencontres soient d'autant plus tendues lorsque des témoins sont armés. Peut-être ne saurons-nous jamais exactement ce qui se cache là-bas. Qu'il soit réel ou non, le dogman rend le Lone Star State un peu plus mystérieux avec ses observations inexpliquées. Il est presque certain que tout le monde a déjà entendu parler de Dave Polite et de ses livres Missing 411. Il parle surtout de Bigfoot et, dans une interview, il a mentionné l'histoire d'une enfant qui s'était retrouvée séparée de ses parents à Yosemite. Lorsqu'on l'avait retrouvée, son récit différait complètement de tous les autres. Elle expliquait qu'un homme-chien l'avait trouvée, s'était allongé contre elle pour qu'elle se repose, lui avait donné des bails depuis sa patte, puis l'avait menée jusqu'à sa famille. C'était la première fois que l'on évoquait des cryptides de type loup-garou dans la nature et, depuis ce moment-là, il semblait qu'on tombait de plus en plus sur des histoires de ce genre. Cela rappelait un incident vécu avec ma petite sœur, elle avait 16 ans à l'époque et moi 24. Nous roulions sur la route plutôt calme qui traverse Valley of the Fear, à l'extérieur de Carrizozo au Nouveau-Mexique, en direction de Ruidoso. En prenant un virage, nous avons tous les deux regardé à gauche au même moment et aperçu une silhouette immense, couverte de poils gris, sel et poivre, très grande et très musclée, avec des jambes de type canin, les mêmes articulations caractéristiques. Nous avons crié, j'ai fait un écart au volant et nous avons tout de suite pensé avoir vu un homme-chèvre, mais sans cornes. Certains boucs n'ont pas de cornes donc ce détail ne nous a pas vraiment déstabilisés. La créature portait des vêtements, notamment un short en jean ample, ce qui nous paraissait ridicule et incompréhensible. Nous étions sidérés à l'idée qu'une entité aussi sauvage puisse porter des habits. Il était environ 16 heures. Il ne s'est pas précipité quand nous sommes apparus dans son champ de vision, il marchait tranquillement, comme s'il n'avait aucune crainte d'être repéré. Il n'a même pas regardé notre voiture malgré ma conduite erratique au moment où nous l'avons remarqué. Je repasse souvent devant cet endroit lors de mes trajets médicaux entre Albuquerque et Ruidoso et, même si je ne l'ai jamais revu, il y a une petite butte juste là, avec de magnifiques rochers empilés en hauteur d'une manière telle qu'il aurait fallu 3 hommes ou plus pour les soulever et les disposer ainsi. Chaque fois que je la vois, je me dis que cela devait être l'homme-loup qui avait fait ça.
L'homme-chèvre n'a plus aucun sens pour moi aujourd'hui. Le Nouveau-Mexique est célèbre pour ses histoires d'hommes-chèvres, alors nous avions supposé qu'il s'agissait de cela à cause des récits locaux. Donc, je fais des recherches et des enquêtes paranormales pendant mon temps libre, par plaisir. En gros, je commence par étudier des témoignages directs que je recueille en discutant avec des gens. Je vous donnerai un résumé des récits et de la manière dont je les ai trouvés, je laisserai un lien vers un article et je répondrai à toutes vos questions supplémentaires. Il y a quelques années, en enquêtant sur un vieux manoir de l'époque coloniale, Orange Hall, je suis tombé sur mon premier témoignage de Dogman. La personne faisait partie d'un groupe d'enquêteurs paranormaux qui revenait d'une investigation à Folkestone, en Géorgie. Vers 1h du matin, ils ont vu la créature accroupie près d'un cadavre d'animal sur la route. Elle s'est relevée, a eu un face-à-face avec les 2 premiers conducteurs, puis s'est enfoncée dans les bois. Le deuxième récit m'est parvenu via mon groupe Facebook consacré aux observations paranormales dans ma région. Étonnamment, l'observation a eu lieu en plein centre-ville de Saint-Marie et a été rapportée par 2 personnes circulant en voiturette de golf la nuit. L'animal semblait très émacié et a bondi à travers la route pour se diriger vers la zone des voies ferrées locales. Le dernier témoignage que j'ai trouvé est venu d'un entretien que je menais sur d'autres expériences paranormales d'une personne. L'interviewé a raconté qu'à l'adolescence il avait vu une créature semblable à un loup-garou en train de manger un cerf, à seulement quelques pas dans les bois. Ce qui est vraiment intéressant dans ce cas, c'est qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé après avoir vu le Dogman. Cette observation s'est elle aussi produite près de Folkestone. En bonus, j'ai reçu un signalement faisant état d'un chien-loup géant traversant la rue près de Folkestone durant la nuit. Il ne présentait pas de caractéristiques bipèdes mais était anormalement grand et, selon le témoin, montrait une grande intelligence. Alors, quelle est la suite pour moi ? Je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui ont vu ce cryptide, mais je ne sais pas comment les joindre. Distribuer des prospectus peut-être ? Avez-vous des idées ? J'ai aussi une vidéo de la zone où le Dogman a été aperçu en centre-ville de Saint-Marie, prise le jour suivant l'observation. Il est possible que la créature ait laissé des traces dans le sable si quelqu'un souhaite les examiner. Quand j'étais plus jeune, 16 ou 17 ans je crois, j'ai fait une rencontre étrange dans les forêts près de Danbury, dans le Wisconsin. Pour me situer, je mesure 1,93 m et je suis athlétique. Je suis chasseur, campeur, pratiquant d'arts martiaux, en général un survivaliste. À l'époque j'étais naïf, je ne donnais pas à la nature le respect qu'elle mérite et j'étais essentiellement un adolescent arrogant qui se sentait invincible. Notre cabane se trouvait sur Long Lake à Danbury. Toute la région est en grande partie boisée. J'étais en vacances avec mon cousin et mes grands-parents. C'était une belle journée d'été, chaude, et nous avions décidé de jouer à l'airsoft. Je prenais l'airsoft très au sérieux. Je portais un uniforme complet BD Woodland avec un masque de camouflage. Mon cousin se contentait d'un jean et d'un t-shirt. Nous avions commencé une bataille que j'avais menée dans les bois où je me sentais à l'aise. Nous étions à environ 150 mètres dans la forêt lorsque nous nous sommes arrêtés. J'ai décidé de taquiner mon cousin. Je lui ai fait signe de se taire et je lui ai dit d'un ton moqueur qu'on nous observait. Malheureusement, ce n'était pas vraiment une blague. J'ai immédiatement remarqué que les bois étaient devenus silencieux, ce qui n'arrive que lorsqu'un grand prédateur se trouve à proximité. Je me suis très vite senti sur le qui-vive. La sensation d'être épié s'est imposée brutalement, alors j'ai commencé à scruter les alentours. Puis je l'ai vu. Ses dents blanchâtres l'ont trahi. Ce que j'ai aperçu se trouvait au bord d'une clairière, à environ 40 mètres de nous, accroupi et tenant un arbre de sa main gauche. Il haletait et nous observait, les oreilles dressées. Il avait des poils brun roux et ressemblait à un canidé. Dans ma tête, cela a fait tilt comme un loup-garou. J'ai compris qu'il fallait partir. Mon cousin s'est mis à courir aussitôt. J'avais encore les yeux fixés sur la créature lorsqu'il s'était lancé. La créature a chargé. Elle a couru sur 2 pattes sur environ 3 mètres, puis est retombée à 4 pattes.
C'est alors que je me suis mis à courir à mon tour. Je pouvais l'entendre briser les branchages derrière nous. Une fois revenu à la cabane, nous en avons parlé. Il reste incertain que mon cousin l'ait réellement vu. Pour ne pas l'effrayer, je lui ai dit que je pensais que c'était un ours, mais je connais les ours et ce n'en était pas un. Après cette rencontre, j'ai commencé à faire des recherches sur ce genre d'apparition, ce qui m'a conduit sur de nombreux sites consacrés aux créatures canines. Ce que j'ai vu correspond aux témoignages d'autres personnes. Depuis, je respecte beaucoup plus la nature et je suis extrêmement prudent dans les forêts. Quand je pars seul dans la nature, je suis toujours armé, mais je préfère éviter d'y aller sans compagnie. Toujours faire confiance à ses sens. C'est une expérience que je n'ai partagée avec personne à part mon frère. Quand j'avais environ 13 ans, je vivais en milieu rural en Colombie-Britannique. Une nuit j'étais dans le spa sur la terrasse, simplement à regarder les bois et à profiter du silence. C'était l'hiver et une chute de neige récente avait laissé une couche d'environ la hauteur des genoux. Il devait être entre 2 et 3 heures du matin quand, sans prévenir, un loup très imposant, bien plus grand que tous ceux que j'avais vus jusque-là, sortit des bois. Son pelage était d'un argenté chatoyant et ses yeux étaient d'un vert vif et perçant. Tandis que ce loup longeait la clôture des paddocks, nos regards se croisèrent et nous sommes restés à nous observer en silence pendant qu'il passait devant moi, seul au milieu de la nuit et au milieu de nulle part. Ce qui arriva ensuite me glace encore aujourd'hui. En se dirigeant vers la grange où se trouvaient nos chevaux, il disparut peu à peu dans l'obscurité à l'intérieur du bâtiment, alors que l'autre côté de la grange restait nettement éclairé et visible depuis l'extérieur. À mi-chemin, sa silhouette passa de celle d'un loup à celle d'une personne très grande et aux épaules larges. Les chevaux ne firent aucun bruit et la créature, désormais d'environ 2 mètres et quelques, contourna l'angle vers le champ ouvert sans jamais réapparaître de l'autre côté. Je ne l'ai jamais revu. Mon frère a lui aussi vécu une rencontre que je suppose liée à ce même animal. Il m'a raconté s'être réveillé une nuit en ayant la sensation d'être observé. En regardant par sa fenêtre, il vit un très grand loup s'éloigner, comme s'il avait veillé sur lui pendant son sommeil. L'endroit où nous vivions était un ancien terrain autochtone. Notre grange avait autrefois servi d'école où un prêtre catholique réunissait des enfants autochtones pour leur enseigner la religion. À l'intérieur se trouvaient encore les vieux pupitres et les chaises. Mon frère et moi avons tous deux vu des visages d'enfants se refléter dans des carreaux de verre de la grange et avons assisté à des lumières qui s'allumaient de manière aléatoire. Des portes de placard se claquaient à plusieurs reprises pendant des minutes, des pas se faisaient entendre et la sensation d'être observé était constante. Dans ma chambre j'ai même vu des yeux rouges luisants au plafond et je me suis caché sous la couette jusqu'au matin. Ce que je cherche surtout à comprendre est la raison de ce témoignage et ce que j'ai réellement rencontré dehors au milieu de la nuit. Après m'être renseigné, la comparaison la plus proche que j'ai trouvée est celle des skinwalkers ou des wendigos, mais d'après ce que j'ai lu ces créatures présentent des caractéristiques déformées ou des aspects franchement horrifiants. Ce que j'ai vu ne m'a rien semblé d'anormal dans le pelage ou le visage du loup, si ce n'est sa taille immense, jusqu'au moment où il changea complètement de forme devant mes yeux. Je sais que c'est long et que je ne suis pas un grand raconteur, et il y a tellement de choses qui nous sont arrivées sur cette propriété que ceci n'en effleure que la surface. L'incident du loup reste quelque chose que je n'ai jamais vraiment réussi à saisir et pour lequel j'ai toujours souhaité une explication, car cela paraît à la fois incroyable et indéniable. Je comprends aussi que le terme skinwalker appartient au folklore navarro et ne correspond pas aux traditions des peuples de Colombie-Britannique, mais c'est l'expression qui, à mon sens, décrit le mieux ce que j'ai vu. Un samedi soir, sa fille adolescente s'ennuyait. Il proposa de sortir de la ville, de monter sur une colline pour observer le ciel et peut-être apercevoir un satellite. Là-haut, elle remarqua quelque chose dans le ciel et pensa d'abord à un satellite. Elle remarqua que l'objet zigzaguait et tournait en rond, ce qui n'avait rien d'un mouvement normal. Lui, intrigué, sortit ses lunettes de vision nocturne car la vue de sa fille était bien meilleure que la sienne. Il observa alors lui aussi l'objet, qui zigzaguait, faisait des cercles et changeait brutalement de direction. La jeune fille finit par se lasser de ce spectacle mais lui restait fascinée. Lorsqu'elle fut prête à repartir,
Lui, habitué aux recherches sur le Bigfoot, décida de balayer la lisière de la forêt avec ses jumelles. Il distingua alors un reflet dans les yeux d'un animal et appela sa fille pour qu'elle regarde à travers la vision nocturne. Elle dit voir des oreilles et déclara qu'elle était effrayée, qu'elle n'aimait pas ça et voulait retourner dans le camion. Lui pensait encore au Bigfoot et l'encouragea à continuer d'observer dans l'espoir de la voir fuir. Mais elle refusa, monta dans le camion et s'enferma. Lui continua d'avancer avec la vision nocturne. À environ 30 mètres, il comprit enfin ce qu'elle voulait dire. Deux grandes oreilles se dressaient sur la tête de la créature, semblables à celles d'un berger allemand. Son cœur se serra en constatant qu'il projetait son faisceau laser sur ses yeux et que la créature les avait plissés. Il éteignit aussitôt le faisceau. Lentement, les yeux de la créature s'ouvrirent, ce qui lui donna un frisson glacé dans tout le dos. Il commença à reculer pas à pas, toujours les jumelles braquées sur la silhouette, sans vouloir la perdre de vue. Finalement il dut détourner le regard, paniqué, cherchant à la retrouver et à s'assurer qu'elle était toujours là. Il finit par se retourner et rejoindre le camion. Il annonça à sa fille qu'il avait vu les oreilles et elle lui répondit qu'elle avait essayé de le prévenir. Elle lui fit remarquer avec un ton un peu sec qu'il n'avait pas voulu l'écouter. Lui accepta, jugeant qu'il l'avait bien mérité. Ça remonte loin pour moi, mais j'ai lu votre article et j'ai pensé que mon récit pourrait peut-être vous être utile. Vers 1976 à 1977, dans la région de Madeira, dans le comté de Clearfield. J'avais alors 6 ou 7 ans. Nous vivions juste au-dessus de la ville de Madeira. C'était très isolé, peu de maisons dans le secteur, et un terrain très boisé. Mon père patrouillait souvent avec les agents locaux de la Game Commission. Je le précise car sa réaction quand nous avons vu cette chose a son importance. C'était un grand gaillard et peu de choses le faisaient peur. On se moquait parfois de lui quand il allait dehors la nuit pour effrayer un ours avec seulement une fourche. Il connaissait la faune, ses habitudes, savait quand elle risquait de poser problème à la ferme, etc. Cette nuit-là, nous fûmes réveillés par un grand tumulte près de notre porche. Nous avions des chats d'extérieur qui traînaient sur le porche et ils se dispersaient quand un raton laveur ou un autre animal s'approchait. Quand ils s'éparpillaient, cela faisait beaucoup de bruit, ce qui nous a réveillés. Je me souviens du souffle exaspéré habituel de mon père parce qu'il devait se lever pour voir ce qui se passait. Il est descendu, la maison est redevenue silencieuse, et nous attendions d'entendre la porte se refermer. Au lieu de cela, nous entendîmes mon père pousser un cri. Nous avons tous couru vers l'escalier. Il tenait son fusil et son visage, montrait de la peur. Comme je l'ai dit, rien ne semblait effrayer mon père, alors voir cette expression nous a tous laissés interdits. Dehors, de profil, nous observant sans la moindre crainte, cette chose ne montrait aucune peur du tout. En fait, je me souviens l'avoir trouvée hostile, elle paraissait méchante. C'était un canidé, mais certainement pas un chien. De l'avant vers les épaules jusqu'à la tête, elle ressemblait à une hyène, tandis que l'arrière-train était beaucoup plus étroit que l'avant. Je ne me rappelle pas avoir vu de queue. Le pelage était étrange, clairsemé et hirsute, il ne ressemblait tout simplement pas à de la fourrure, c'est difficile à décrire. Le museau n'était pas long et fin, il était court et trapu, mais massif, et l'ensemble du corps était énorme. De l'arrière à la tête, elle occupait presque toute la largeur de notre porche, ce qui la ferait mesurer au moins 2 mètres et plus, voire plus long. Elle était gigantesque. Elle resta un moment à nous regarder, puis tourna la tête vers notre grange, regarda de nouveau notre maison, fit quelques pas très lentement, puis s'élança soudainement. Sa vitesse était stupéfiante, on n'a vu qu'un flou de couleurs, puis elle avait disparu. Nous sommes restés figés, puis ma mère a demandé à mon père ce que c'était et il leur a ordonné de monter à l'étage. Il resta éveillé toute la nuit, sans jamais sortir pour vérifier les animaux, sans même ouvrir la porte. Étrangement, nous n'en avons jamais reparlé. Plus jamais personne n'a évoqué cet épisode. J'aimerais vous donner plus de détails, mais ce récit offre au moins une indication temporelle. J'ai passé la majeure partie de ma vie là-haut, dans cette région, et c'était un coin vraiment particulier.
Beaucoup de choses inexpliquées s'y sont produites, et j'ai été soulagé de partir quand j'ai eu 33 ans. Je vis toujours dans la région de Clearfield, mais plus dans des forêts épaisses. En 1998, un fonctionnaire forestier retraité a vécu une étrange rencontre dans la forêt nationale d'Apalachicola. C'était en 1998. Il avait 37 ans et travaillait depuis 12 ans pour le département des forêts. Cet été-là, un incendie sévissait dans la forêt nationale d'Apalachicola. La zone de Bradwell Bay était en feu lorsque tout s'est produit. Les flammes étaient si intenses qu'on ne savait pas si on parviendrait à les éteindre. Ce matin-là, il s'était rendu au centre de commandement sur Ellengward Station Road pour recevoir ses instructions. Lui et un collègue avaient été chargés de circuler sur les routes du secteur de Bradwell Bay pour repérer les animaux fuyant l'incendie. Souvent, des bêtes arrivaient jusqu'à la route épuisées, blessées ou asphyxiées par la fumée. Leur travail consistait à les ramener au centre pour qu'un vétérinaire les soigne ou, dans les cas extrêmes, les euthanasies. Il roulait vers le sud à environ 70 km/h, plus vite qu'il ne l'aurait dû, occupé à discuter avec son collègue. Soudain, une silhouette noire surgit de la forêt sur 4 pattes et passa sous le pneu du conducteur. Le véhicule, un Dodge Ram 4X4 de 1995, heurta la créature avec les roues avant puis arrière. À cette vitesse, il était certain de l'avoir tué. Il pensait avoir percuté un ours et descendirent pour le charger dans le camion. En y regardant de plus près, ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un ours. La créature mesurait environ 2 mètres. Elle avait des jambes, des genoux et des pieds semblables à ceux d'un être humain. Les bras descendaient jusqu'aux genoux. L'un de ses bras touchait presque le sol, l'autre était replié au-dessus de sa tête. Le conducteur l'avait écrasé sous l'aisselle droite, l'omoplate et l'arrière du cou. L'animal était couvert de poils de 8 à 12 cm de long sur les bras, les jambes et la tête, et plus court sur le dos, les côtes et la poitrine. Sa musculature était phénoménale, rappelant celle d'un boxeur professionnel ou d'un combattant d'arts martiaux mixtes. En retournant la créature, il vit que la mâchoire était brisée par l'impact. Elle possédait un museau proéminent comme celui d'un babouin, ou comme on imagine un loup-garou. Ses yeux étaient semblables à ceux d'un humain. Son aspect général évoquait un grand chimpanzé. Ils contactèrent immédiatement le centre de commandement par radio. 2 agents de la Florida Fish and Wildlife Conservation arrivèrent sur place 15 minutes plus tard. Eux aussi déclarèrent n'avoir jamais vu une telle créature. Ensemble, ils chargèrent le corps dans le camion des agents. L'animal pesait entre 135 et 180 kg, un poids mort considérable. Les agents expliquèrent qu'ils allaient déterminer de quoi il s'agissait et les tiendraient informés. Les 2 forestiers reçurent l'ordre de revenir au centre pour rédiger un rapport. Dès leur arrivée au centre de commandement, on les emmena dans une salle pour remplir un rapport d'incident. 10 minutes plus tard, on leur demanda d'interrompre leur récit car des personnes allaient venir leur parler. Après 30 à 45 minutes, 2 hommes du gouvernement arrivèrent et les escortèrent vers leur véhicule. Ils posèrent des questions sur l'endroit exact de l'accident et inspectèrent le camion. Le véhicule n'avait pratiquement aucun dégât, sauf quelques traces de sang et de poils sous le châssis, que les hommes prélevèrent soigneusement. Ensuite ils leur demandèrent de les conduire jusqu'au lieu de l'impact. Le trajet se déroula dans un silence pesant, ponctué de quelques murmures entre les 2 officiels. Arrivés sur place, les forestiers retracèrent la scène. Soudain, l'un des hommes, visiblement le supérieur, se retourna et leur déclara qu'ils avaient percuté un ours. L'un des forestiers tenta de protester en disant qu'il ne s'agissait pas d'un ours mais l'homme l'interrompit sèchement et répéta qu'ils avaient heurté un ours et que c'était ce qu'ils devraient dire à tout le monde. Il précisa qu'ils ne devaient jamais parler de ce qu'ils avaient réellement vu sous peine de poursuite. Leur retraite pouvait être annulée, leur réputation ruinée et leur carrière détruite. Devant ces menaces, les 2 collègues se regardèrent et comprirent qu'ils n'avaient pas le choix. Sur le chemin du retour, le forestier réalisa qu'il assistait à une véritable dissimulation gouvernementale. Les hommes savaient ce qu'était cette créature et en avaient désormais le corps. Pour une raison inconnue, ils voulaient empêcher toute divulgation et mettaient en œuvre des moyens importants pour étouffer l'affaire.
Il raconte son histoire aujourd'hui en espérant que son collègue ou l'un des deux agents de la faune et de la flore sortira du silence, car il est plus difficile de réduire 4 personnes au silence qu'une seule. Selon lui, les gens doivent savoir que ces êtres existent et qu'ils sont bien réels. Je ne peux même pas affirmer à 100% que j'ai rencontré un dogman, mais je ne peux pas non plus dire que ce n'était pas le cas. J'habite dans l'ouest du Kentucky et si quelqu'un connaît la région de Land Between the Lake, il sait qu'il existe une histoire bien connue à propos d'un prétendu dogman qui aurait tué une famille qui campait là-bas dans les années 80. Sinon, je recommande vivement d'écouter des podcasts ou de regarder des vidéos YouTube qui en parlent. Quoi qu'il en soit, cet endroit est pratiquement mon arrière-cour, donc j'y passe beaucoup de temps. J'y vais pour décharger du matériel, faire du kayak, randonner, camper, etc. C'est une belle région. Cela s'est produit il n'y a pas si longtemps, alors que je faisais du kayak. Certains des grands plans d'eau deviennent assez agités et je ne suis pas le plus expérimenté en kayak, donc j'ai tendance à rester dans des bailles et des criques calmes ou près du rivage. En fin d'après-midi, mais encore assez lumineux, je rentrais vers la rampe et mon véhicule. Je glissais le long du rivage, à environ 6 mètres, quand j'ai entendu ce que j'ai d'abord pris pour un chevreuil dans les bois. Quiconque chasse ou randonne sait que les écureuils sont souvent pris pour des chevreuils quand il fait très calme, mais là c'était fort et ça sonnait assez lourd pour que je comprenne que c'était bien plus gros qu'un écureuil. Je n'y ai d'abord pas prêté attention, vaste zone, des milliers de chevreuils, rien d'inhabituel. Jusqu'à ce que j'arrête de pagayer et que je regarde vers le bruit. Les arbres étaient épais et denses, on ne voyait pas très loin. C'est pour ça que je l'ai presque manqué. Mais quelque chose a bougé et a attiré mon regard et tout ce que je peux décrire, c'est une grosse masse sombre. Définitivement pas un chevreuil, peut-être un ours noir puisque l'on a signalé leur présence dans le secteur, mais quelque chose en moi me disait que ce n'en était pas un. C'est difficile à expliquer, mais sa manière de se déplacer était trop fluide pour être celle d'un ours lourd et lente, sans pour autant être humaine. Comme je l'ai dit, je ne peux honnêtement pas dire ce que c'était, mais je n'arrive pas à me défaire de la sensation que j'ai eue en regardant cette forme noire se retirer encore plus loin dans les bois. Elle est apparue et a disparu si vite que je ne pense pas avoir eu le temps de vraiment évaluer si j'étais en danger ou non, mais je suis parti aussi vite que possible avant de le découvrir. Nous avions une maison dans le sud-ouest de la Floride, au début et au milieu des années 80. Pendant plus d'une semaine, notre quartier a connu une série d'événements qui, je le croyais, étaient liés à des créatures semblables à des loups-garous. C'était en juin je crois, vers 21h. J'étais à l'arrière sur le patio. À cette époque, personne n'avait de clôture autour de sa propriété, car nous connaissions toutes les familles du coin. La seule exception était la famille d'en face. Ils avaient derrière leur maison un mur de parpaing de plus de 2 mètres de haut. Leur terrain était grand, boisé, et servait à entreposer du matériel. Le père travaillait dans le bâtiment et le mur entourait 3 côtés de la propriété. Il faisait chaud, un léger vent soufflait, le ciel était sans nuages et plein d'étoiles. Assis dehors, j'entendais les chiens du quartier aboyer. Puis soudain tout s'est tu. Un hurlement solitaire a retenti. Je me suis mis à hurler moi aussi, car je sais imiter les loups, un talent acquis en regardant National Geographic. Cela a duré environ 5 minutes, et chaque fois le hurlement venu de l'autre côté se rapprochait. Les rails du train passaient au sud de la route et le son semblait venir de là-bas. Je commençais à être nerveux lorsque les hurlements cessèrent. Dans notre jardin se trouvaient des buissons et un arbre du côté d'où venait le bruit. Les poils de mes bras et de ma nuque se sont dressés et j'ai senti qu'il fallait rentrer. En me levant, j'ai entendu du mouvement près des buissons. J'ai tourné la tête et aperçu quelque chose bouger. Je n'ai pas attendu pour voir quoi et je me suis précipité à l'intérieur. Derrière la porte vitrée, j'ai observé une silhouette très grande et sombre se déplacer près des buissons. Elle s'est éloignée et je ne pouvais plus la voir. Je suis allé sur le porche de devant pour tenter de l'apercevoir à nouveau mais rien n'est apparu. Je suis finalement allé lire dans mon lit pour me calmer. Moins d'1 heure plus tard, mon frère est rentré. Il est venu dans ma chambre, livide et tremblant,
les yeux écarquillés. Cet homme, d'habitude rationnel et solide, semblait bouleversé. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne immédiatement avec lui, qu'il m'expliquerait dans le camion. Comme j'étais encore habillé, je l'ai suivi. Dehors, il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose sur la route près des rails. J'étais peu rassuré car je venais d'avoir ma propre expérience à cet endroit. Arrivé là-bas, on aurait dit qu'une explosion avait eu lieu sur la route. Il y avait du sang partout, comme si quelque chose avait été écrasé, mais aucun morceau de corps. Mon frère m'a alors raconté ce qu'il avait vu en descendant la route. Il avait aperçu une chose énorme étendue sur la chaussée. D'abord, il avait cru à un dogue ou un grand danois. En s'approchant, il s'était rendu compte que ce n'était pas un chien. La créature était poilue, sa tête et son museau 2 fois plus gros que ceux d'un chien, son corps rappelait vaguement un chien mais en bien plus massif. Partout il y avait des morceaux. Il lui avait semblé voir un bras humain sur la route. Lorsque nous sommes arrivés ensemble quelques minutes plus tard, il n'y avait plus rien. Je lui ai dit qu'il fallait partir immédiatement et nous sommes rentrés. Je lui ai raconté ce que j'avais vécu avant son arrivée. 2 jours plus tard, ma sœur est venue me dire qu'elle voyait souvent un énorme chien rôder la nuit. Elle l'avait aperçu de l'autre côté de la rue en étant assise sur le porche. Je lui ai raconté ce que mon frère et moi avions vu et je lui ai conseillé de ne pas sortir seul tant qu'on n'en saurait pas plus. Nous avons décidé de surveiller la cour la nuit suivante. Effectivement, la créature était revenue dans le jardin du voisin. Elle était noire et de la taille d'un poney Shetland. Nous avions des lampes torchées et en les braquant sur elle, elle a filé vers le mur au fond du terrain. Le petit terrier du voisin hurlait comme un fou. Nous avons vu cette chose escalader le mur. Le voisin est sorti pour voir ce qui se passait. Nous lui avons crié qu'il y avait quelque chose dans son jardin. Il est retourné chercher son pistolet et a contourné la maison mais, à ce moment-là, la créature avait disparu. À la fin des années 60, avant de partir pour le Vietnam, mon père a vécu une rencontre alors qu'il chassait. Je me souviens qu'il racontait cette histoire à un ami qui lui avait dit avoir entendu quelque chose dans les bois derrière sa maison. Mon père commença alors son récit. Lorsqu'il vivait à Ketchikan, en Alaska, il avait voulu faire une dernière chasse avant son départ pour l'armée. Il avançait lentement sur une vieille route forestière quand, un peu plus loin, il repéra des traces. Il arrêta son camion, prit son fusil et son sac, puis se précipita sur la piste pour aller à l'endroit où il avait vu les élans traverser. Arrivé au bord de la route, il vit la pente abrupte où l'élan était descendu et aperçut d'autres animaux qui commençaient à remonter la crête suivante. Il posa ses jumelles et scruta la zone pour compter les animaux visibles. Alors qu'il était allongé au sol et balayait la crête du regard, il remarqua un mouvement rapide venant de sa gauche, sur la crête en face où se trouvaient les élans. En ramenant son regard sur cette silhouette, il réalisa qu'il regardait le plus grand loup qu'il ait jamais vu. Selon ses propres mots, la taille de l'animal était énorme. Quand la créature se trouva à sa position correspondant à 10 heures sur une horloge imaginaire, elle s'arrêta et passa d'une locomotion à 4 pattes à une position debout sur ses membres postérieurs. Elle posa sa patte contre l'arbre près duquel elle se tenait, leva sa grosse tête et huma l'air en regardant autour d'elle. Rapidement, elle sembla capter une odeur, mais ce n'était pas celle des élans, c'était celle de mon père. La créature tourna la tête vers lui, le fixa intensément et montra ses dents, puis retomba à 4 pattes et se dirigea dans sa direction. Mon père dit l'avoir perdue de vue lorsqu'elle descendit la pente. Il empoigna son fusil pour s'assurer qu'il était chargé et recommença à observer la zone en bas. En balayant l'horizon, il la revit au bas de la colline, à environ 60 mètres selon son estimation. Alors qu'il la tenait dans la lunette, un élan mâle poussa un fort brame, ce qui détourna l'attention de la créature. Elle se précipita vers les élans, mais au moment de commencer à gravir la crête opposée, elle s'arrêta une dernière fois, se redressa, regarda mon père, poussa un grognement menaçant, puis courut et franchit la crête en bondissant sur ses pattes arrière. Mon père rassembla précipitamment son matériel, courut jusqu'à son camion aussi vite qu'il put et partit en trombe. Plus tard, lorsque je lui demandai ce qu'il pensait avoir vu, il nous regarda droit dans les yeux et affirma qu'il s'agissait d'un loup-garou. Il a décrit le pelage comme d'un noir d'encre,
plus noir que tout ce qu'il avait jamais vu. Les yeux étaient jaunâtres, parfois tirant sur le rouge selon la lumière. Jusqu'au jour de sa mort en 2014, mon père est resté convaincu qu'il avait rencontré un loup-garou. Je voudrais transmettre une histoire véridique que mon grand-père m'a racontée lorsque j'étais jeune homme. Elle concerne mon arrière-grand-père, James McNamara, qui était policier au sein du NIPT. L'incident eut lieu en octobre 1911, tard dans la soirée. James était affecté au quartier des Théâtres, près de Broadway et de la 42e rue. Un autre policier, du nom de Dobbin, se trouvait 2 pâtés de maisons plus bas, près de la 40e rue. Alors que les spectateurs flânaient dans l'animation de la Great White Way, des cris retentirent soudainement dans une ruelle en contrebas de la position de James. Les 2 policiers coururent vers la cohue, se frayant un chemin au milieu de centaines de passants en fuite. À leur arrivée, une créature velue et immense surgit de la ruelle et s'élança sur Broadway en direction de la 40e rue. Les 2 hommes n'en crurent pas leurs yeux. Devant eux, un loup de près de 2,50 m, doté de bras et de jambes humains, courait avec une rapidité et une agilité inouïes au beau milieu de Broadway. La créature se retrouva bientôt face à une voiture de patrouille Packard de la police de New York et changea brusquement de direction, revenant vers McNamara et Dobbin. Elle avançait en grondant, terrible et menaçante. Les 2 policiers se placèrent derrière un kiosque à journaux, guettant son passage. La bête atteignit l'entrée d'une autre ruelle près de la 42e rue. Les 2 hommes dégainèrent leurs revolvers et visèrent. L'instant suivant, la créature s'effondra dans le caniveau. McNamara et Dobbin se précipitèrent et encerclèrent le corps, bientôt rejoints par d'autres agents. Le public fut tenu à distance, personne n'ayant le droit de s'approcher à moins de 30 mètres. Le corps fut rapidement enlevé et transporté à la morgue. Les 2 policiers furent affectés ailleurs peu après. Leurs supérieurs expliquèrent officiellement qu'il s'agissait d'une erreur d'identité et que le défunt n'était qu'un homme déguisé. Ce qui, bien sûr, n'était pas la vérité. La presse, elle, reçut la version d'un « gros chien enragé » qui aurait semé la panique, sans faire de blessés parmi les passants. Quelques mois plus tard, un court article parut dans un journal de Louisiane, le Saint-Marie-Banné, repris par d'autres médias. On y racontait que Broadway s'était transformé une nuit en véritable scène d'épouvante, surpassant même l'affaire du lion échappé à Coney Island quelques mois auparavant. On y décrivait la créature comme un monstre de près de 2,50 m, à la gueule écumante et aux crocs effrayants. Des témoins affirmaient l'avoir vu surgir à la 42e rue, fondre sur une femme élégante et son compagnon, puis courir sur Broadway, terrifiant la foule. 2 garçons téméraires avaient tenté de l'attraper par la queue, mais l'animal s'était retourné contre eux dans un hurlement atroce. La bête avait ensuite rebroussé chemin, bousculant les passants, jusqu'à croiser McNamara et Dobbin. Ce dernier tira avec précision et l'animal s'écroula dans le caniveau. La police ne fit aucune autre déclaration publique. C'était une nuit de la fin de l'été 2009, entre minuit et 2 heures du matin. J'avais alors 15 ans. Quelques amis et moi avions prévu de nous retrouver au parc Brentwood pour fumer et passer un moment ensemble. L'entrée que nous avions choisie se trouvait dans une petite rue appelée Mockingbird. Ce n'était qu'un sentier discret entre 2 maisons, menant à un escalier étroit et raide, couvert par les arbres des jardins voisins. En bas, un conduit d'égout s'ouvrait à droite, laissant s'écouler un filet d'eau qui rejoignait le ruisseau. Devant, un petit bois, et plus loin un ancien terrain de baseball abandonné, envahi par l'herbe. À l'extrémité du champ, près du ruisseau, se dressait un immense vieil arbre. Ce décor est important, car tout ce qui est arrivé s'y est produit. Alors que j'attendais 2 de mes amis avec un autre, j'ai fini par descendre les marches avant eux, un peu pressé. Au moment où je sortais de l'ombre de la voûte des arbres, je l'ai vu. À l'endroit précis où finissait le sentier de terre battue, juste à l'entrée du parc, se tenait un immense loup noir. Même à la lumière de la lune, je distinguais nettement sa silhouette. Sur ses 4 pattes, il m'arrivait à l'épaule, soit environ 1,70 m. Il faisait face à moi, les crocs découverts dans un rictus silencieux,
comme s'il défendait le passage. Mais ce n'était pas un animal ordinaire. Ses crocs semblaient les seules parties solides de son corps. Le reste n'était que brume noire et tourbillonnante, une masse épaisse en forme de loup. Ses yeux brillaient d'un rouge sanglant. J'étais terrifié. Je me retournai aussitôt et grimpai les marches 4 à 4. Revenu auprès de mes amis, je leur criai de ne surtout pas descendre car un loup fantôme bloquait le passage. Ils ne me crurent pas et, malgré mes supplications, continuèrent leur chemin. J'hésitai mais les suivis. Quand nous arrivâmes en bas, la créature avait disparu. Mes amis haussèrent les épaules, persuadés que j'avais inventé. Pourtant, je savais ce que j'avais vu. Plus tard, en parlant de cette histoire à un ami en ligne en Nouvelle-Zélande, il me dit que ce n'était pas un simple fantôme, mais un Black Shuck, une créature légendaire, connue surtout dans les îles britanniques, symbole de mauvais présages. On raconte qu'en croisé un annonce la mort d'un proche dans l'année. Quelques mois après cette nuit, en octobre 2009, ma grand-mère maternelle est décédée. Depuis ce jour, ma foi dans le paranormal est devenue inébranlable. L'aigle éclatant, 2 ou 3 ans avant l'incident du Black Shuck, je descendais ces mêmes marches par une belle journée de printemps. Exactement à l'endroit où se tenait le loup noir plus tard, je tombais nez à bec avec un immense aigle blanc. Il mesurait environ 1,20 m de haut, avec une envergure qui devait approcher les 2,50 m. Son plumage était d'un blanc éclatant, presque irréel. Je n'ai jamais retrouvé de description d'un tel oiseau, ni dans la faune connue, ni dans les mythes. La sensation étrange, un autre jour, avec des amis, nous étions sous le grand arbre près du ruisseau, en train de rire et de bavarder. Soudain, une sensation m'envahit, une certitude qu'il fallait quitter l'endroit immédiatement. J'insistai auprès du groupe. Ils acceptèrent pour me faire plaisir. À peine étions-nous éloignés qu'une énorme branche s'écrasa exactement là où nous étions quelques secondes plus tôt. J'étais soulagé qu'ils m'aient écouté. L'armée fantôme, enfin, la première chose étrange qui me soit arrivée dans ce parc reste la plus marquante. Un adolescent plus âgé nous avait raconté l'histoire d'une fille assassinée dans le parc, dont le fantôme errait la nuit. Mon ami et moi ne le croyions pas et, pour se moquer, nous décidâmes d'aller en parler dans le parc, assis sur un banc près du terrain de baseball. Alors que nous plaisantions, le sol se mit à se couvrir de corps. Partout autour de nous, des silhouettes blanches et lumineuses gisaient, comme des cadavres éthérés. Nous nous levâmes paniqués et fuyâmes en courant, sautant par-dessus les corps. Mais le plus étrange était leur tenue, certains portaient des uniformes de l'armée impériale britannique, d'autres des kilts écossais. Pourquoi ces spectres de soldats étrangers apparaissaient-ils aux États-Unis, dans ce petit parc abandonné? Je n'ai jamais eu de réponse. Mais pour moi, Brentwood Park est une anomalie, un lieu attirant les phénomènes paranormaux. Tant de témoignages, tant d'expériences étranges s'y concentrent que je ne peux croire au hasard. Je roulais vers l'ouest sur Morgan Run Road, près de Lubbock Lan, dans le comté de Monongalia, Virginie-Occidentale. C'est près de Sheet Lake. Cela s'est produit le 8 juin vers 19h30. Je rentrais chez mon ami. Après être passé devant Lubbock Lan, j'ai remarqué une grande silhouette sortir puis se rétracter dans les arbres. Je ne roulais pas vite, donc j'ai pu bien la voir, même si j'ai encore du mal à croire ce que j'ai vu. La créature s'est retournée et m'a regardé. Je jure que c'était un loup debout sur 2 pattes. La tête était énorme, couverte d'un long poil sombre. Le corps ressemblait presque à celui d'un homme puissant, tout en gardant des traits de loup. Je n'ai pas bien vu les jambes mais elles avaient clairement la forme de pattes de loup. Les bras étaient très musclés, les mains semblaient humaines et les doigts étaient très longs, comme des griffes. Quand elle m'a regardé, ses yeux semblaient scintiller tandis que la tête bougeait. Le visage avait une gueule de loup, avec le même museau et les mêmes oreilles, et un cou épais. Je crois qu'elle tenait quelque chose dans la main droite mais le corps m'en cachait la vue. Elle m'a juste fixé pendant quelques secondes puis a fait quelques pas dans le fourré. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai retrouvé certaines observations signalées sur Google. Je n'ai pas vu d'observation en Virginie-Occidentale, mais comme c'est près de la Pennsylvanie,
je me suis dit que cela pourrait vous intéresser. Je n'en ai parlé à personne. Cette bête m'a paru malfaisante et je ne suis pas sûr d'avoir eu raison de la signaler. Mais il serait intéressant de savoir si d'autres ont rapporté avoir vu quelque chose de similaire dans la même région. Quelques jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre. Le jeudi soir, nous avions tous décidé d'aller nous promener jusqu'au ruisseau et dans les bois, juste en bas de la rue. Il était environ 22 heures quand nous sommes sortis. La nuit était étrange. Inhabituelle pour mon quartier. Lorsque nous sommes arrivés au ruisseau, un de mes amis et moi avons soudainement été pris d'une grande confusion. Un profond désarroi. Je ne savais plus où nous étions ni où nous allions. Ce qui était surprenant, puisque j'avais grandi en venant ici. Au fur et à mesure de notre marche, tout semblait tournoyer autour de moi. C'est alors que mon frère aîné a aperçu quelque chose. Nous étions regroupés lorsqu'il a ressenti l'envie de regarder derrière lui. À cet instant, il a vu une brume. Un léger brouillard entrer et sortir de son champ de vision. La troisième fois que la brume est revenue, il a distingué nettement un crâne de cerf blanc, orné de bois blanc. Il aperçut la brume comme le corps de cet animal. En une seconde, au même moment où mon frère a vu ce cerf, nous avons tous ressenti la peur la plus primitive que j'ai jamais connue. Ce frisson est apparu sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Nous avons immédiatement su que nous devions partir. Nous avons repris le chemin en sens inverse aussi vite que possible, sans courir. Je me sentais encore très désorienté. Terrifié. En cherchant la sortie du sentier, j'ai cru que nous étions passés à côté. L'entrée se présente sous la forme d'un alignement en zigzag, composé de poteaux en bois. Alors que nous marchions, j'ai regardé sur ma gauche et j'ai vu ce chemin. Le groupe a continué tout droit. Au moment où j'allais corriger le groupe pour leur indiquer le bon chemin, je me suis hâté pour les rejoindre. À ma grande surprise, nous avions atteint la vraie sortie. Dans ce ruisseau, il n'y a qu'une seule entrée, qui fait aussi office de sortie. Quoi qu'il en soit, nous sommes rentrés à la maison le cœur battant. Les cheveux dressés sur la tête. Un de nos amis avait pris des photos pendant la promenade. Une fois à l'intérieur, toutes les portes verrouillées, nous nous sommes demandé s'il avait capté quelque chose. Il a affiché une photo montrant une lumière bleue. Elle ressemblait au torse ou à la masse centrale d'un être. Cette image nous a captivés. J'avais l'impression d'avoir perdu ma vision périphérique. Nous nous sommes tous concentrés sur ce cadre sombre. Puis, lorsque nous sommes sortis de cette sorte de transe, nous nous sommes mis à pleurer. Quelque chose n'allait pas du tout. Au point que nous nous sommes effondrés. Je ne sais pas ce que c'était. Ni ce que cela aurait pu être. Je vis à South Lake Tahoe, en Californie. J'ai grandi en banlieue au nord d'Atlanta, c'était il y a 70 ans, un endroit naturellement boisé et magnifique. L'événement dont je parle remonte à 65 ans. Je traînais à l'intérieur en jouant quand j'ai aperçu ma mère allongée sur une chaise longue dans le salon. Derrière elle, il y avait de superbes grandes fenêtres, 3 de ces immenses fenêtres qu'on pouvait ouvrir pour sortir directement dehors. Je me suis approché de ma mère et j'ai vu, à la fenêtre, un chien noir énorme, et quand je dis énorme c'était plus grand que n'importe quelle personne que j'avais jamais vue. Le problème était qu'il était dressé sur ses pattes arrière et que ses pattes avant avaient une attitude recourbée, comme quand on imite des griffes ou des mains monstrueuses. Je suis resté paralysé, puis il a bondi vers les fenêtres comme s'il voulait les lacérer pour passer. J'ai été terrifié au plus haut point, j'ai hurlé et je me suis enfui, n'importe où, parfois en tournant en rond. Je ne pense pas avoir jamais eu aussi peur de toute ma vie d'enfant. Ma mère s'est réveillée, et bien que j'ai essayé de lui expliquer ce que j'avais vu, elle n'a pas réussi à comprendre. Nous avons même appelé mon père pour qu'il revienne à la maison et j'ai tenté de le lui raconter. Il ne comprenait tout simplement pas. Cette chose me regardait tout le temps. Ce n'était pas juste un chien, mais c'est ce que tout le monde disait. Ils ont soutenu que c'était le chien du voisin, un berger allemand noir. Ce chien ne ressemblait en rien au chien du voisin.
Absolument pas. De plus, ce chien du voisin était amical et ne quittait jamais sa propriété. Jamais, pendant toutes les années où nous avons vécu là, je ne l'ai vu ailleurs que dans son jardin. Aujourd'hui encore, à 70 ans, j'ai toujours des veilleuses dans toute la maison. Après cet incident, je ne m'endormais plus sans laisser une lampe de chambre allumée. Je ne parle pas d'une simple veilleuse, mais d'une lampe de chevet. Pendant des années, je ne pouvais pas rester seul dans mon lit, je me réveillais et demandais à mon frère si je pouvais dormir avec lui ou je suppliais mes parents de me laisser dormir avec eux. Parfois, je dormais même sur le canapé de la salle espagnole. Je précise en plaisantant que mon père était à moitié espagnol. Ce n'était pas sombre au moment où j'ai vu cette chose noire, mais depuis, j'ai toujours associé l'obscurité à cette chose noire. Je ne l'ai jamais revue et j'espère de tout mon cœur ne jamais la revoir. À ce jour, je ne sais pas ce que cela pouvait être d'autre. Ça devait avoir un rapport avec un chien. Et non, je n'aime pas prononcer le mot exact. Je suppose que j'ai même peur de l'écrire. Cela s'est passé vers 23h un mercredi soir en 2015. Je commence comme ça, je suis un chasseur de coyotes passionné et j'adorais les chasser la nuit, quand ils sont les plus actifs. Un après-midi j'ai décidé de partir chasser après le coucher du soleil. Je suis rentré, j'ai chargé mon équipement et j'ai pris la route. Environ 1 heure plus tard, je me suis garé sur l'aire de stationnement du domaine forestier où j'avais l'intention de chasser. Cet endroit m'avait déjà réussi par le passé et je connaissais un terrier à environ 1 mile du sentier principal. J'ai donc pris le chemin de gravier sans me douter de ce que j'allais rencontrer peu après. Ma méthode consiste à marcher 100 yards à la fois, m'arrêter et souffler dans un appelant pour coyote jusqu'à obtenir une réponse. À la première pause rien. À la seconde rien non plus. Mais à la troisième tout a changé. Le sentier effectue un virage très serré à droite et, au milieu de ce virage, se trouve un cimetière de la guerre civile avec un fourré de pins dense derrière et une pente très abrupte en contrebas face au sentier. J'ai pour habitude de traverser le cimetière et de toucher la pierre tombale principale, comme une marque de respect. En m'approchant de cette stèle, j'ai perçu le bruit lointain de quelque chose qui atterrissait au sol dans le fourré de pins. L'étrangeté venait du fait que je n'ai entendu qu'un seul « boum », comme si un humain ou une créature bipède venait d'atterrir. D'ordinaire, quand des animaux sautent au sol, on entend d'abord leurs pattes avant puis les arrières, donc « boum, boum ». Immédiatement j'ai éprouvé un profond malaise et l'envie de partir, mais le problème était que ce qui se trouvait dans le fourré se dressait entre moi et le seul chemin de retour vers mon camion. Le silence a commencé à se faire sentir. Tout ce qui faisait du bruit 1 minute plus tôt avait disparu. À ce moment-là, j'ai eu cette sensation indubitable d'être observé. J'ai alors scruté le fourré de pins pour tenter d'apercevoir quelque chose, n'importe quoi qui rendrait cette situation moins bizarre. J'ai cherché pendant ce qui m'a paru une éternité jusqu'à ce que je le remarque enfin. À la lisière du fourré se tenait une forme. Trop grande pour être humaine, peut-être 2 à 2,50 m de haut. Je n'en voyais que le contour mais elle avait l'air émaciée et cadavérique. Mon cerveau devait me jouer des tours, c'était le genre de choses qu'on lit mais qu'on ne rencontre jamais. Ma réalité a basculé lorsque cette chose s'était lancée vers la droite et a filé dans la pente. Cette pente faisait environ 300 à 400 pieds de profondeur et était très raide, mais l'être-ci est rendu en un rien de temps. Le chemin vers mon camion était à présent dégagé et j'essayais d'élaborer un plan pour atteindre la voiture. Comme je le découvrirais, la créature avait couru dans le fond pour mieux se positionner et tendre une embuscade par derrière. J'ai attendu environ 5 minutes avant de me décider à bouger. J'ai fait un pas et je l'ai entendue. Elle se trouvait dans le fond, juste en contrebas, et remontait lentement vers la colline. J'ai pris mes jambes à mon cou, traversé le sentier, franchi le cimetière et foncé dans le fourré de pins en direction de la route principale. J'ai couru 100 yards et me suis arrêté. La partie la plus terrifiante était que quand je me suis arrêté, elle s'est arrêtée aussi. Pendant toute la course j'entendais ses pas derrière moi, comme si elle me rattrapait. Je porte toujours un pistolet quand je chasse et il est en général dans un étui sur la poitrine. J'ai décidé que ma seule chance était de tirer tout ce que j'avais puis de filer.
J'avais 3 chargeurs au total, 51 balles pour moi et la mort certaine. J'ai compté, 1, 2, 3, puis j'ai vidé mon chargeur et je me suis mis à courir aussi vite que possible sans plus entendre la créature derrière moi. Je me suis arrêté après ce qui m'a paru des heures, j'ai rechargé et me suis préparé à une nouvelle rafale. 15 secondes après m'être arrêté, des fracas ont commencé, comme si un gros animal défonçait des arbres en courant vers moi. Bang! J'ai vidé un second chargeur et j'ai redémarré. Cette fois mon objectif était d'atteindre le camion à environ un demi-mile à travers les bois. Pendant la course je l'entendais se rapprocher, de plus en plus près. Je me suis glissé derrière une souche pour recharger une dernière fois. La chose s'est immobilisée mais j'entendais sa respiration et un grognement sourd, mélange de chien et de quelque chose de plus effroyable. 3 coups encore. Le chien mécanique de mon arme a fini par se bloquer et je suis reparti, le camion en vue à quelques 70 yards. J'ai couru plus vite que jamais. Je suis arrivé, je me suis précipité à l'intérieur, j'ai démarré et j'ai filé, en scrutant les bois de chaque côté et derrière moi pendant toute la fuite. Je ne suis jamais retourné seul dans les bois de Brown County, Indiana, la nuit, et il est très peu probable que je le fasse un jour. Pour commencer, j'étais plutôt sceptique à propos de tout ce qui touchait aux cryptides. J'ai toujours aimé l'idée, mais je pensais honnêtement que tout cela était inventé. Tout a un peu changé il y a un peu plus de 2 ans, quand mon meilleur ami et moi avons rencontré quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Nous vivons dans les contreforts des Appalaches, dans le sud de l'Ohio. Un jour, nous avons décidé d'aller pêcher dans un endroit où nous n'allons pas habituellement. Cet endroit est encerclé de forêts. Mon ami et moi étions sur la berge de la rivière, en train d'installer notre matériel de pêche, en fin de journée. Nous parlions entre nous et restions occupés. Nous sommes restés là peut-être 30 à 40 minutes à attendre qu'un poisson morde, quand nous avons commencé à entendre ce qui ressemblait au hurlement d'un très gros chien. Le son venait de loin, et nous n'y avons pas prêté trop d'attention. Au bout de quelques minutes, moins de 10 minutes après le début des hurlements, ceux-ci semblaient se rapprocher et presque nous entourer. Nous avons commencé à paniquer, car nous étions tous les deux mal à l'aise. Nous avons ramassé nos affaires et nous sommes enfuis. Nous avons couru à travers les bois jusqu'à la voiture de mon ami. Une fois à l'intérieur, je cherchais quelque chose dans mon sac à main pendant que mon ami regardait devant lui. Il a soudainement crié en pointant vers la lisière des bois. Quand j'ai levé la tête, et je ne plaisante pas, à la lisière se tenait une créature ressemblant à un homme mais aussi à un chien, haute d'environ 3 mètres. Elle correspondait très bien à la description idéale d'un dogman. Son pelage était irrégulier, noirâtre et brun, sa taille imposante et ses yeux jaunes étaient terrifiants. Mon ami a démarré en trombe et nous sommes partis très vite. Nous sommes immédiatement allés chez ses grands-parents, pas loin du lieu de pêche. Tout ce que nous savions, c'est que nous devions trouver un endroit sur le plus rapidement possible. Nous ne sommes jamais retournés à cet endroit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.